Bonjour et bienvenue à ce premier événement sur les femmes en technologie de la santé présenté par Hacking Health, Prompt et le Conseil national de recherche du Canada. Je m'appelle Patricia Deberg et je suis chercheure au Conseil national de recherche du Canada et présentement chef de section en simulation et santé numérique au Centre de recherche sur les dispositifs médicaux. J'ai le plaisir d'être votre modératrice pour ce 5 à 7 virtuel. Alors, avant de débuter, je voulais juste me présenter, prendre un petit peu de temps pour me présenter, dire quelques mots sur mon parcours. J'ai grandi en France où j'y ai fait presque la totalité de mes études. J'ai étudié en génie mécanique, qui n'était pas à l'époque le génie où on retrouvait le plus de filles. Mais bon, ceci dit, je me suis toujours sentie à ma place et j'ai toujours été entourée et très bien entourée. Le fait d'être une femme n'a pas été pour moi un obstacle, mais je suis consciente que ça peut l'être pour certaines personnes. Moi, je me suis lancée dans le domaine de la modélisation numérique sans savoir qu'il y avait très peu de femmes dans ce domaine, dans ce secteur à l'époque. D'ailleurs, si je sors quelques statistiques, les plus récentes données de Statistique Canada nous disent que les femmes ne représentent que seulement 33% des diplômés dans les domaines en sciences de la technologie, du génie et des mathématiques au Canada, donc dans notre pays. Dans les universités québécoises, on retrouve seulement 17% de femmes en informatique et 23% en physique. Donc, il y a encore du chemin à faire de ce côté-là. Pour ma part, je me suis lancée dans ce domaine parce que j'aimais ça. Et j'aimais beaucoup ce que je faisais et j'ai jamais vraiment croisé quelqu'un qui m'ait découragée de poursuivre ce chemin-là. Je suis par contre consciente que c'est pas toujours le cas et c'est important d'avoir des modèles ou des gens sur lesquels dont on peut regarder le parcours et apprécier les opportunités qui nous sont offertes pour poursuivre notre carrière. Donc, les femmes que nous allons rencontrer aujourd'hui ont toutes des parcours vraiment inspirants. Elles ont persévéré et vous allez voir qu'elles font toute une différence. Avant de vous les présenter, par contre, j'aimerais souligner la contribution des partenaires de cet événement sans qui nous ne serions pas ici aujourd'hui. D'abord, Hacking Health, que vous connaissez bien, un organisme sans but lucratif dédié à la promotion de l'innovation dans le secteur de la santé. Soulignons aussi Prompt, un organisme sans but lucratif dédié au financement de la recherche et développement et de l'innovation numérique, qui souhaite également informer et stimuler l'émergence de projets et de recherche en innovation en santé au Québec. J'aimerais aussi souligner quelques acteurs de l'écosystème qui sont, dont vous voyez là, les noms à l'écran. Je ne les citerai pas tous, mais vous les reconnaissez certainement. Et bien sûr, j'aimerais aussi mentionner mon organisation, donc le Conseil national de recherche du Canada. Le CNRC est la plus grande organisation de recherche et développement au pays. Le CNRC s'associe à l'industrie canadienne pour sortir la recherche des laboratoires et lui trouver des applications commerciales dont les retombées bénéficieront à l'ensemble de la population. Alors aujourd'hui, nous aurons le plaisir d'entendre le parcours de 4 femmes en sciences. Par la suite, nous aurons une courte période de questions et réponses à la toute fin, sauf pour notre première conférencière qui doit nous quitter rapidement et pour qui nous prendrons quelques questions là, immédiatement après son allocution. Donc, notez bien les questions dans la zone de questions-réponses, dans la zone de chat, pour qu'elles soient disponibles et qu'on puisse y faire référence. Donc, ensuite de ça, nous poursuivrons avec une séance de présentation pendant laquelle nous changerons les rôles. Et à ce moment-là, ce sera votre tour de vous présenter et de nous parler de votre parcours professionnel et de vos aspirations. Ces présentations ont pour but de mieux vous connaître, car le CNRC est heureux de pouvoir offrir 2 stages débutant donc à l'hiver, en janvier 2021. Dans le cadre de ces stages, vous contribuerez directement à des projets liés aux initiatives mises en place par le CNRC pour contrer la COVID-19. À la suite de ces présentations, nous nous diviserons en petits groupes pour réseauter davantage avec chacune des conférencières invitées. Donc, c'est un beau programme que nous avons aujourd'hui. Avant de commencer, j'aimerais vous informer que cet événement est enregistré. Et maintenant, j'aimerais inviter notre première conférencière, Madame Anna Chief.
Anna Schiff est la cofondatrice et directrice de la stratégie et des produits de Dialogue, la principale entreprise de santé virtuelle du Canada. Lancée en 2016 et ayant recueilli plus de 100 millions de dollars en investissement, Dialogue offre ses services à des millions de Canadiens et soigne chaque jour plus de patients que les plus grandes salles d'urgence du pays. Dialogue a reçu plusieurs distinctions de la part de l'industrie, notamment le classement 2020 du Globe and Mail et l'actualité des entreprises canadiennes en plus forte croissance. En 2018, Anna a été honorée par Forbes dans le cadre de sa liste annuelle des 30 entrepreneurs de moins de 30 ans et son parcours a été publié dans le Globe and Mail. Donc, avant de lancer Dialogue, Anna était consultante chez McKinsey et compagnie et a obtenu un diplôme avec distinction de l'Université McGill. Donc, je pense que nous allons découvrir dans son histoire qu'elle a vu un besoin. Elle a mis en place le nécessaire pour pouvoir y répondre. Alors, Anna, je te laisse la parole. Super, merci beaucoup. Et oui, il y a des échanges qui se font là, par rapport à la musique. Moi aussi, j'entends une petite musique dans le fond, mais j'espère que cette petite musique va accompagner mon discours. Donc, bonjour tout le monde. Merci beaucoup de m'avoir dans cette magnifique conférence. Mon nom est Anna Schiff et comme mentionné, je suis cofondatrice et chef de la stratégie du produit chez Dialogue. Donc Dialogue est la plus importante entreprise de soins virtuels au Canada. On dessert plusieurs millions de Canadiens en ce moment avec nos services. Essentiellement, ce que c'est, il y avait une petite vidéo avant que la conférence commence, mais essentiellement, c'est une application qui permet à des individus connectés pour toute question de santé physique, santé mentale et depuis récemment, pour toute question de PAE, donc Programme d'aide aux employés, un volet qu'on a rajouté à Dialogue, et connecté à travers une application et parler avec quelqu'un à l'intérieur de quelques minutes. C'est une entreprise qu'on a commencée il y a presque 5 ans maintenant et depuis, l'entreprise a grandi énormément. Je pense que c'était un besoin très gros chez les Canadiens. Donc aujourd'hui, on m'a demandé de vous parler de mon parcours et donc ce que j'ai voulu faire, c'est vous partager, vous parler un peu de mon parcours, mais aussi vous partager mes principes pour le succès qui drive mon entreprise à moi et la façon que je fonctionne. Et mon objectif, c'est de vous partager aussi un peu mon parcours pour vous expliquer un peu ces principes-là. Donc, pour vous parler de mon parcours, donc je viens d'une famille immigrante. Mes parents sont arrivés de l'Ouzbékistan quand j'avais 6 ans. Ils ne sont pas arrivés avec grand-chose, sauf 2 grandes valises dans lesquelles il y avait principalement des jouets et des vêtements à ma sœur et moi. Mais ils avaient des grandes aspirations pour leur vie, pour eux-mêmes et pour notre petite famille à l'époque. Et donc, mon parcours entrepreneurial a commencé bien avant Dialogue. Ça a commencé quand j'étais toute jeune, en observant mes parents qui ont déterminé que c'était eux qui allaient bâtir la vie qu'ils voulaient. Et donc, j'ai été très chanceuse à un très jeune âge d'avoir une famille qui m'a permis de voir cette débrouillardise qui vient avec tous les entrepreneurs. J'ai eu un parcours assez standard québécois. J'ai été dans une école publique et j'ai été à l'université ici. J'ai été à McGill. Avant McGill, une des expériences qui a beaucoup défini mon trajet, c'est un voyage et du travail autour du monde. Donc, j'ai décidé de prendre une année sabbatique et j'avais obtenu plusieurs permis de travail un peu partout dans le monde. J'ai beaucoup voyagé, travaillé ailleurs, aidé à comprendre les différentes personnes, comment les différentes personnes réfléchissent. Puis c'est encore quelque chose qui m'aide aujourd'hui quand je réfléchis à l'entrepreneuriat et comment approcher différents gens. Donc, après ça, après l'université, j'ai travaillé dans une entreprise qui s'appelle McKinsey. C'est une compagnie globale en consultation. Et après McKinsey, j'ai eu ma première entreprise dans le domaine de la santé bien-être qui était une entreprise d'alimentation que j'ai faite pendant quelques années avant de me rendre compte que l'alimentation n'était pas le moyen par lequel je voulais bâtir une entreprise en santé bien-être. Et donc, il y a à peu près 5 ans, on a lancé Dialogue avec mes cofondateurs. Donc, je vais vous parler de quelques principes, comme je vous disais, qui pour moi ont été fondamentaux dans le succès de Dialogue, mais pour moi, en tant que cofondatrice de cette entreprise-là. Donc, si vous voulez aller sur le premier principe, donc la page suivante. Premier principe. Donc, travailler d'arrache-pied, mais toujours se souvenir que le succès vient en partie de la chance.
Une des choses que je crois sincèrement, c'est que tout le monde a des opportunités qui leur sont présentées et c'est à nous de les attraper, ces opportunités-là. Par contre, une fois qu'on les a, ces opportunités-là, c'est de travailler d'arrache-pied, donc travailler très, 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 très fort pour faire arriver et en faire le meilleur de ces opportunités-là. Je pense que quand je réfléchis à Dialogue, la réalité, c'est qu'on a été très chanceux avec Dialogue. Notre timing était super bon. Il y en a d'autres ailleurs au Canada, au Québec, qui se sont essayés en télémédecine quelques années avant nous. Et il n'y avait pas les réglementations, par exemple, qui étaient aussi propices à ce genre d'entreprise-là. Donc, on a été très chanceux. On a aussi travaillé extrêmement fort. Un des exemples qui vient en tête, 9 mois après avoir lancé l'entreprise. Donc, c'est un service qu'on offrait à travers des employeurs. On a eu la chance d'être dans la course pour un employeur qui cherchait un service en télémédecine qui avait des milliers d'employés et la famille de leurs employés qui auraient accès à ce service-là. Je me souviens, on était, je pense, une dizaine à l'époque. Aujourd'hui, on a une entreprise de 700 personnes, mais à l'époque, on était une dizaine et on était tous dans un bureau qu'on appelait le War Room et on avait travaillé tellement fort pour créer une offre de service qu'on savait que ce client-là voulait. C'est encore un client, c'est un client de référence aujourd'hui pour Dialogue, mais je pense que ça représente beaucoup ce principe-là, c'est d'attraper les opportunités et après ça, aller à fond pour travailler super fort. Donc, le deuxième principe, c'est le non n'est qu'une réponse temporaire. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qu'on apprend tous comme entrepreneurs avec le temps et avec beaucoup, beaucoup de douleur dans le chemin. Mais essentiellement, une des choses que j'ai appris et que surtout j'ai vu beaucoup mes parents qui sont arrivés au Canada, comme je disais, qui ne parlaient même pas la langue, c'est que souvent, on se fait dire non dans un contexte d'affaires, on se fait dire non par des employés à qui on fait une offre d'emploi qui ne se joignent pas, ou des clients qui disent non, ou des investisseurs qui disent non à un investissement. Mais je pense que d'avoir la mentalité qu'un non n'est qu'une réponse temporaire, c'est peut-être la bonne réponse au moment présent, précis, mais c'est une réponse qui peut changer. Et je pense qu'on l'a vu à répétition, des clients qui nous ont dit non, qui sont revenus, des investisseurs qui n'ont pas investi tout de suite, mais qui ont investi par la suite. Puis je pense que ça a toujours été un principe qui m'a aidé dans ce cheminement-là. Troisième principe. Donc, le troisième principe, c'est ne dire des gens que ce que l'on dirait en personne. Donc, pour moi, ça vient beaucoup toucher une valeur fondamentale qui est celle de la confiance qu'on établit avec les gens avec qui on travaille. Donc, je pense que ça amène, puis souvent, ça amène des discussions super intéressantes, mais je pense que c'est vraiment important en affaires comme dans une vie, dans notre vie personnelle, d'adresser les enjeux directement avec la personne concernée et s'assurer que tout ce qu'on dit passe le red face test. Si jamais on est dévoilé, est-ce que ça va bien passer? C'est évidemment quelque chose qui s'apprend avec beaucoup, beaucoup de temps et qu'on fait des fautes, que j'ai fait des fautes avec le temps, mais qu'en bout de compte, c'est quelque chose qui me tient très, très à cœur en affaires. Quatrième principe qui touche, je dirais, quand même à ce troisième principe-là et à la confiance, être honnête, surtout quand cela est inconfortable. Et j'ai déjà entendu quelqu'un dire que le succès d'une entreprise est proportionnel à la quantité de conversations difficiles qui sont tenues dans cette entreprise-là. Et ça, j'y crois beaucoup. En affaires, il y a plein de choses qui ne vont pas bien. Et je pense que plus on est capable d'avoir ces discussions-là difficiles rapidement, que ce soit avec un employé quand ça ne fonctionne pas, que ce soit de communiquer des nouvelles qui sont pas bonnes à une grande équipe qui a une foi dans la vision, la mission de l'entreprise. Je pense que d'être debout devant une équipe pour leur dire qu'on a perdu un gros contrat, par exemple, c'est super important de le faire rapidement. Il y a énormément de ces conversations-là inconfortables à avoir, puis plus rapidement on les a, je pense plus les gens ont confiance, mais plus ça réunit aussi l'équipe pour avancer plus vite, plus rapidement et de façon plus focus. On l'a vécu à
multiples reprises chez Dialogue et j'espère sincèrement que si notre équipe est demandée, s'ils se sentent à l'aise avec la quantité d'informations bonnes, mauvaises qui est communiquée, la transparence et l'honnêteté, que les gens vont dire oui. Et mon dernier principe, et c'est celui, je pense, qui permet encore une fois de continuer de persévérer, le succès est le résultat de nombreux échecs et de la capacité à se relever et à continuer d'avancer. Je pense que tout le monde, dans toutes les entreprises et les gens qui ont beaucoup de succès, ont des échecs énormes. Et je pense que quand on est dans un trou, je pense que c'est juste de se souvenir que ce n'est qu'un trou et qu'à un moment donné, ben, le trou, il y a une pente descendante, mais à un moment donné, il y a une pente remontante. Puis il faut se relever, puis continuer à aller, puis se souvenir que dans mon cas, je me dis, mais il y a juste moi qui peut décider quand est-ce que j'arrête. Ça ne va pas être une situation externe qui va m'arrêter. Puis je pense de garder cette mentalité-là. C'est aussi bien d'avoir des cofondateurs, je pense, pour cette raison-là. Souvent, les différents échecs sont interprétés différemment par les différentes personnes donc, dans une équipe. Donc, juste de s'aider dans ces moments-là pour voir un peu le big picture dans ces moments de plus difficiles, je dirais, ça aide énormément. Et quand on n'a pas de cofondateur, ben, c'est d'avoir des gens autour avec qui on peut relativiser une situation. Donc voilà, ça conclut un peu, comme je disais, là, donc, mes 5 principes que j'utilise et auxquels je réfléchis pour continuer à faire croître l'entreprise, pour continuer à avoir une entreprise dans laquelle les gens apprécient travailler. Et puis, et voilà, donc j'espère que c'était clair. Et je prendrai maintenant quelques questions parce que malheureusement, je dois quitter. J'ai un petit bébé de 3 mois et une autre de 2 ans qui m'attendent avec impatience et qui ne font pas de bruit en ce moment. Je leur suis très, très reconnaissante, mais malheureusement, je vais devoir vous quitter plus tôt ce soir à cause de ça. Mais si jamais il y a des questions, je serai très, très contente d'y répondre. Merci beaucoup, Anna. C'était vraiment très inspirant. J'adore les principes et je dois dire que vous avez eu une excellente idée quand vous êtes lancé dans les soins virtuels avec Dialogue parce qu'on voit aujourd'hui là, que c'est très, très, très important et c'est un domaine d'avenir. Donc, je vais demander à Luc Sirois, est-ce qu'il y a des questions? Non, il n'y a pas encore de questions. Moi, j'en ai une, par exemple. D'où vous est venue l'idée justement de vous lancer dans les soins virtuels, peut-être à une époque où ce n'était pas vu comme étant quelque chose de naturel ou du moins qui avait éventuellement de l'avenir. Ça venait d'où cette idée d'aller dans les soins virtuels? Oui. Super bonne question. Vous savez, j'ai parlé de la chance au début comme premier principe. Puis je pense que quand je réfléchis au début de Dialogue, c'est un peu un alignement d'étoiles. Je pense qu'on avait tous une vision similaire, nos cofondateurs. Donc, moi, personnellement, j'ai vécu en fait, après ma première start-up, j'ai vécu une expérience personnelle quand je prenais soin d'un proche qui était dans un soin palliatif. Puis ça avait été très, très, très difficile d'avoir de l'aide. C'était très frustrant aussi. C'était une personne en fin de soins de vie qui demeurait chez elle et en fait, qui voulait les soins à la maison, qui demeurait chez elle en fin de vie. Puis à chaque fois qu'on avait des questions ou qu'on contactait le médecin, il fallait se présenter en personne et ce qui, évidemment, éventuellement, n'était pas réaliste. Donc, pour moi, ça a toujours été un motivateur personnel puis quelque chose que je me dis aujourd'hui, avec des milliers et des milliers de consultations par jour, avec du monde du Canada entier, je sais qu'on règle des énormes problèmes et on donne accès à ce type de situation-là, puis c'est quelque chose que je trouve extrêmement motivant. C'est aussi un concept qui fitait bien dans Diagramme, qui est une entreprise québécoise
québécoises aussi qui partent des compagnies. Donc, ça faisait partie de leur vision d'une des entreprises qui pouvait faire partie de l'écosystème. C'est d'ailleurs là qu'on avait rencontré Luc avec Hacking Health qui nous avait beaucoup aidé dans les débuts et mes cofondateurs donc mon cofondateur Chérif, le CEO de Dialogue, qui lui aussi avait un intérêt particulier en santé et qui avait une entreprise avant ça dans le domaine de la santé aussi, et Alexis qui avait une motivation aussi dans le domaine de la santé à venir amener la technologie dans un domaine qui n'avait pas beaucoup de technologie. Donc, je pense que c'était là qu'on s'était tous rejoints dans cette motivation-là. Et je pense que le fait qu'on ait chacun une motivation un peu personnelle dans ce projet-là fait que encore aujourd'hui, après 5 ans de travail acharné, c'est un projet qui nous tient énormément à cœur et qui continue à nous motiver et donc motiver l'équipe. Bravo, en tout cas, bravo pour la compagnie, bravo pour vos efforts et ce que vous avez réalisé. C'est vraiment impressionnant. Je vous remercie encore, Anna, beaucoup pour vous êtes libérée déjà de vos obligations pour pouvoir participer à cet événement. Merci beaucoup. On vous souhaite une bonne soirée et peut-être à une prochaine. Merci beaucoup. Merci et bonne continuation de la conférence. Un grand merci. 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 Au revoir. Alors, nous devons maintenant poursuivre. Je vous rappelle que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les inscrire dans le chat pour la période de questions. Et maintenant, je vais vous présenter notre deuxième conférencière invitée, Madame Alexandra Greenhill. Alexandra Greenhill est une physicienne primée et une entrepreneure. Après avoir mis en œuvre des innovations en santé à grande échelle et pratiqué la médecine au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique, elle a passé les 6 dernières années à diriger et à conseiller les entreprises technologiques les plus innovantes au Canada. Alexandra est la fondatrice et chef de la direction de CareTeam Technologies. CareTeam Technologies est une plateforme de santé numérique qui permet aux patients, leurs familles, ainsi qu'aux professionnels de la santé d'être tous sur la même longueur d'onde. Donc, ainsi, les patients peuvent recevoir tous les soins qu'ils méritent tout au long de leur traitement. Elle est ambassadrice mondiale pour Black Box, propulsée par Google, et conseillère et membre du conseil d'administration de nombreuses entreprises canadiennes prometteuses axées sur l'innovation. Elle est la seule Canadienne à avoir reçu le Cartier's Women Initiative Award, soutenu par l'INSEAD et McKinsey, et à avoir servi de mentor pour le Obama Global Entrepreneurship Summit dans la Silicon Valley. Little Coder, le jeu qu'elle a inventé pour enseigner à ses enfants des principes de codage, est maintenant dans 32 pays et dans le top 10 des jeux sur la liste des jeux Amazon STEM. Bravo pour ça. J'invite maintenant Alexandra Greenhill à prendre la parole. Alexandra, est-ce que vous êtes avec nous? Oui. Est-ce que vous pouvez me voir sur vidéo? Oui, parfait. Vous pouvez y aller. Excellent. Parce que moi, je ne peux pas me voir, mais ce n'est pas grave. Je veux juste m'assurer que je suis au centre de l'écran. Ah tiens, voilà. Oui, super. C'est parfait. Ça fait un plaisir parce que ça fait longtemps que j'ai quitté le Québec. J'essaie d'évoluer un peu en français à domicile, mais je n'ai pas souvent la chance de parler de mon parcours en français. C'est vraiment un plaisir de se faire inviter, puis aussi de partager les expériences, parce que c'est des expériences que j'espère vont aider les gens dans l'auditoire de mieux comprendre leur parcours, de mieux comprendre comment ils pourraient évoluer les choses. Et moi, je dois avouer que quand j'ai terminé ma médecine au CED de Montréal, je pensais que on devait dire merci à toutes les féministes qui avaient fait toutes sortes d'acquis, parce que plus que 70% de ma classe ont été des femmes. Et donc, dans un milieu québécois, on se sentait comme quoi le défi par rapport aux femmes au travail, c'était quelque chose qui était carrément dans le 20e siècle. Et donc, ce ne serait plus un problème allant de l'avant. Et malheureusement, ce n'est pas du tout l'expérience que j'ai eue une fois que je suis rentrée dans les milieux de travail, parce que là, on se rendait compte rapidement que les médecins faisaient partie même pas d'un quart des médecins qui étaient en pratique. Souvent, c'était les gens qui étaient les plus jeunes dans l'équipe. Donc, on n'avait pas accès aux mêmes privilèges que ceux qui avaient été depuis longtemps. On ne se faisait pas entendre qu'on avait des idées. Et aussi, par exemple, petits exemples, mais les premiers doyens des écoles médicales au Canada qui sont devenus des femmes, c'était dans les années 2000. Et il y en a, je pense, 2 ou 3, pas plus que ça, donc sur les 16 écoles médicales.
Et on s'est battu un peu, on a eu toutes sortes de situations difficiles pour acquérir nos droits. Et ensuite, quand j'ai changé en technologie, j'ai découvert que, ah mon Dieu, il y a un autre domaine dans lequel c'est encore pire. Et souvent, on se retrouve tout seul, femme, autour des panels où tout le monde est un homme. Pas pour dire que les hommes ne sont pas formidables, il y a une perspective qui manque quand ça arrive. Et aussi, ne pas se faire prendre au sérieux parfois. Donc, même moi, avec un parcours et un acquis substantiel avant de rentrer dans les technologies plus directement, je me suis rattrapée parfois à devoir leur rappeler que j'ai quand même de la capacité. Donc, j'ai eu une expérience intéressante à San Francisco où un investisseur qui a dit, je ne sais même pas pourquoi j'ai pris un rendez-vous avec vous. Les femmes, en général, ça ne prend pas des décisions. Puis en plus, vous êtes Canadien, donc vous êtes trop gentil. Et j'ai dit, Oh, wow. écoutez, je suis urgentologue et s'il vous arrive quelque chose, je peux vous intuber en 30 secondes ou moins. Est-ce que ça, c'est assez décisif pour vous? Et donc, en fin de compte, ça a changé complètement la conversation, mais je ne m'attendais pas à avoir cette conversation-là, à vous dire, dans mon parcours réel. Et étant mère de 3 filles, j'espère qu'on pourra quand même faire les avancements qu'on doit faire pour qu'ils n'aient pas le même défi que nous, on a vécu. Je suis sûre que les gens sur la conférence ont des histoires similaires. Par contre, c'est intéressant de voir un peu les mouvements qui sont en train d'arriver pour appuyer les femmes. Je trouve que c'est très intéressant de voir que c'est à la fois les hommes et les femmes qui s'impliquent pour changer la conversation. Donc, des gens comme André Picard de Globe and Mail qui a dit « Je ne participe pas sur un panel à moins qu'il y ait une représentation diverse ». Il a commencé avec les femmes, mais je pense que le mouvement peut s'étendre aussi à des différentes races, ethnies, types de professionnels. On a de plus en plus de patients qui participent dans des conférences et on entend la voix patient. Et comme médecin, moi, j'aimerais bien avoir la voix clinicienne aussi, des gens qui sont infirmières, professionnels de santé, médecins, qui devraient être vus comme des interlocuteurs importants quand on parle de haute technologie qui va frapper leur quotidien d'une façon percutante. Le fait qu'on parle maintenant que toutes les bonnes intentions de tout ce qui a été construit dans les 2 dernières décennies comme dossier électronique a au fait causé, contribué au burn-out que les gens ressentaient au travail parce que ça n'avait pas été créé avec l'utilisateur en vue et ça a augmenté la charge de travail, ça a causé des erreurs et ça cause des problèmes. Et donc tout ça, c'était des choses que il faut corriger et on a besoin de toutes sortes de perspectives différentes, y inclus celles des femmes pour transformer la situation. Alors, c'est intéressant parce qu'en quelque part, Care Team arrive d'un côté un peu différent. Et d'ailleurs, j'ai vu la présentation d'Anna, j'étais très contente de pouvoir participer à Dialogue. J'étais à un moment donné sur leur comité aviseur et aussi comme médecin en chef à leur début. Et c'est intéressant de voir toutes ces nouvelles technologies sortir. L'endroit qui me passionne personnellement, c'est ce qu'on est en train de faire avec Care Team, c'est le quotidien des patients. Donc, les patients sont bombardés de nos jours avec des conseils, des services, des applications différentes. Mais au jour le jour, la personne qui doit intégrer ça dans son 24 heures et s'assurer qu'ils sont en train de faire toutes les bonnes choses dans le bon ordre pour rester en santé, souvent se sentent débordés. Et c'est aussi un problème qui le plus souvent se retrouve sur, allons l'avouer, la femme, que ce soit l'épouse, la fille, la mère qui s'en occupe. Et maintenant, en COVID, c'est une crise totale parce qu'on est en train de prendre du recul sur la station des femmes. Et donc, l'idée de Care Team, c'est de dire, OK, il y a un plan d'action pour chaque situation complexe. Si le patient a plusieurs situations complexes, la technologie peut l'intégrer dans un seul plan. Et ensuite, on peut diviser le travail pour que ce ne soit pas toujours la même personne qui devient le support principal et qui fait elle-même son burn-out, mais qui peut dire, voilà toutes les actions qu'on doit prendre par rapport à la personne malade, que ce soit un enfant qui a un handicap ou une maladie grave ou un adulte, cancer, accident de voiture, etc., ou une personne âgée qui est en perte d'autonomie. Voilà les actions qu'on peut prendre, voilà les actions que la famille peut faire, le système de la santé, le système social, les bénévoles. Comment est-ce qu'on entoure cette personne-là de façon virtuelle avec toutes sortes de services pour que les scénarios qu'on a vus, c'est une mère de famille avec 2 enfants, 2 parents de chaque côté qui ont des
du mari, etc., et son conjoint qui a des maladies. Parfois, ils ont 17 logins différents à gérer au quotidien pour s'assurer que les résultats sanguins, puis les rendez-vous sont pris, etc. Et c'est trop complexe. Et donc, des fois, quand je présente cette réalité-là, les gens qui ne l'ont jamais vécu me regardent et ils disent « Mais attends 2 secondes, Alexandra, tu n'es pas une urgentologue, pourquoi tu ne fais pas une application pour gérer les urgences ?» Et je dis « Mais les urgences sont débordées parce que le problème, c'est à la maison. On peut tout faire sur Google, avoir l'information requise, mais elle n'est pas structurée d'une façon où le patient est sûr de savoir quoi faire. Et en plus de ça, avec toute notre patient-centered, on ne parle pas du caregiver-centered et du fait qu'on doit regarder, mais c'est qui l'appui de ce patient, à qui il fait confiance et comment on peut l'inclure dans les soins autour de la personne. Alors, c'est un peu ça qui me passionne. C'est souvent des apprentissages intéressants à faire parce que il y a des femmes et des hommes qui n'ont jamais vécu cette réalité, ils ne comprennent pas cette importance des petits gestes qui s'accumulent pour le succès de notre système de santé en global et le faire pour que le système soit un système. Dans ce parcours-là, souvent, on me fait poser comment est-ce que je fais autant de choses. D'abord, je dis souvent non et je structure les choses de la façon qui fonctionne pour moi. Donc, souvent, j'insiste pour que ce soit vraiment un rôle où mes compétences uniques sont utilisées. Et si les gens veulent avoir de moi une journée complète, je vais dire, mais est-ce qu'1 heure suffit? Je fais un bon triage, une sélection de où est-ce que je peux vraiment aider ou sinon, je recommande un ami ou je recommande des gens que je connais. Et aussi, avec tout le mouvement qu'il y a eu avec Lean In, s'il vous plaît, ne le faites pas sans appui parce que quand tu Lean In, tu finis par tomber, à moins d'avoir un réseau d'appui. Alors, dans mon cas, moi, super bon appui, Marie en hors, des amis qui sont toujours à la rescousse, des professeurs extraordinaires qui m'aident avec la réussite scolaire de mes enfants. Et donc, il y a tout un réseau de soutien derrière moi sur lesquels je peux m'appuyer pour pouvoir me concentrer sur certaines de ces succès visibles. Et surtout, ne pas se dire, quand il y a des fois des journées où rien ne fonctionne. J'ai 3 enfants, il y a chacun qui a un problème. Donc, il faut avoir conscience que même avec les meilleurs appuis, il y aura des journées où ça ira pas. Mais ce n'est pas grave, cette journée-là va finir. Ça fait juste 24 heures, puis le lendemain, ça va aller mieux. Et donc, on doit juste respirer et reprendre le lendemain. Alors, j'aimerais beaucoup avoir des questions. Merci pour l'invitation. J'espère que cet aperçu rapide vous a été utile. Parfait. Merci beaucoup, Alexandra. C'était vraiment inspirant et passionnant de vous écouter. Merci d'avoir dit oui à cet événement, même si vous dites souvent non. On ne dit pas non à Luc. J'ai appris ça il y a longtemps. C'est parfait. Donc, merci beaucoup. Puis, on va avoir les questions à la fin des conférences. Donc, restez en ligne. Maintenant, on va passer à la prochaine conférencière, Michèle Laflamme. Michèle Laflamme est présidente et chef de la direction d'Emovi. Emovi est une société d'instruments médicaux qui développe des produits pour l'évaluation des genoux afin de redonner aux patients une meilleure qualité de vie. Emovi a développé NIKG, un outil clinique unique pour évaluer les symptômes de la progression de la pathologie dans les cas de déficience fonctionnelle du genou, en partenariat avec la communauté universitaire de recherche du Québec, notamment le centre de recherche du CHUM et l'École de technologie supérieure. Michèle est membre du tableau de l'Ordre des avocats et possède une maîtrise en droit. Elle détient une forte expérience dans le développement des affaires et la mise en marché d'innovation médicale. En 2007, elle a fondé Emovi. Emovi a été honorée en 2008 avec un prix de reconnaissance dans le concours de l'innovation de recherche de l'Association de l'industrie des technologies de la santé. Michèle a aussi reçu lors de cette même année le premier prix dans la catégorie Innovation technologique et technique du concours québécois en entrepreneuriat. Et en 2009, Michèle a été finaliste au prestigieux entrepreneur Ernst & Young de la compétition de l'année. Avant de fonder Emovi, elle était vice-présidente développement d'affaires chez Prometheus Sciences de la vie, Prometheus Sciences de la vie, où elle a piloté avec succès des financements et des alliances commerciales en vue de développement et de la mise en marché de nouveaux produits en sciences de la vie et technologies de la santé. En 2008, elle a fondé le Campus des technologies de la santé, une organisation dédiée à accélérer la mise en marché des innovations médicales avec l'appui de la CDEC Rosemont-Petite-Patrie, le Mouvement des Jardins, la Conférence régionale des élus, la Ville de Montréal et le ministère des Affaires municipales.
région et occupation du territoire dans la province de Québec. Alors, Michel, merci d'avoir accepté de participer et je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci pour cette belle invitation. Je vais partager mon écran. Si jamais il y a des problèmes si ça lag, peut-être juste m'écrire dans la petite boîte. On va commencer par une petite vidéo qui résume un peu par un témoignage de Brini Surin, qu'est-ce que le Nikiji, notre produit principal, fait. Brini Surin, champion olympique, aujourd'hui entrepreneur. Quand j'ai frappé la cinquantaine, c'est comme waouh, ça va vite. Des fois, je vais me réveiller avec des petits bobos. Mes douleurs au genou, ça a commencé là, à peu près plus ou moins 5 ans. Dans ma course, je commençais à sentir une petite douleur aiguë et ça persistait. C'était comme une aiguille. Après ça, je me suis dit, bon, ben écoute, on va aller voir mon orthopédiste. C'est là qu'il m'a dit, tu fais de l'arthrose. C'est quoi l'arthrose? C'est pas vrai, ça se peut pas. Au niveau de mon cartilage de mon genou, mon cartilage a mincé. Puis il m'a dit, le cartilage qui te reste, si tu veux le garder pour tes vieux jours, tout ce qui a impact, même du jogging, je veux pas que tu fasses. J'ai eu un choc. Tu me dis, je peux même pas faire du jogging. Là, ça comme... Je suis sorti du cabinet, je pleurais quasiment là. Mais là, c'est après ça qu'il y a eu toutes sortes de solutions. C'est le docteur Pierre Anger qui m'a parlé pour la première fois de la génographie. Et c'est là que j'ai commencé à faire les tests. Qu'est-ce que ça a révélé? C'est que j'avais une petite faiblesse au niveau du fessier gauche. Quand je marche vers la fin, mon genou allait vers l'intérieur. Donc maintenant, je vais faire des exercices spécifiques. Qu'est-ce que ça va faire? Mon genou va rester plus dans l'axe. Quand on parle de cardio, je fais un peu de course, mais de course dans l'eau. Parce que tu as beaucoup moins d'impact à cause de l'eau. Avant la génographie, je ne pouvais pas marcher, ça faisait très mal. C'était 10 sur 10. Aujourd'hui, je marche, douleur, c'est 0. Je veux vieillir, mais pas trop vite. Je sais que je m'en vais vers là, mais c'est d'aller vers là en santé, sans avoir mal. La génographie, ça va apaiser la douleur de beaucoup de gens. Alors voilà, c'était un petit témoignage, mais c'était pour vous illustrer un peu ce que fait le système Nikiji, donc où la génographie qui est l'examen, on a donné un nom commun, un peu comme mammographie, échographie. Donc la génographie, c'est l'examen du genou en mouvement pour mesurer l'aspect dynamique. C'est un outil d'aide au diagnostic pour trouver les causes des symptômes au genou. Bruni m'a inspiré beaucoup, comme le fait que je suis partie d'avocate à chef d'entreprise. Je savais depuis longtemps, depuis mon jeune âge, que je voulais être entrepreneur, mais pour moi, être entrepreneur, c'est une chose, mais de trouver l'idée, trouver dans quoi on veut investir, dans quoi on veut s'investir comme personne, avec nos valeurs, c'était aussi un défi. Puis le monde de la santé m'a vraiment interpellée. Pendant toutes mes études en droit, j'étais préposée dans un hôpital. Puis pour moi, je savais que le monde de la santé, ça faisait partie de ma solution. Pouvoir aider des gens dans leurs problématiques, apporter des nouvelles technologies, des nouvelles façons de soigner, c'est devenu comme ma conviction profonde. Puis j'ai amené quelques technologies au marché dans mon expérience. Puis j'ai été j'ai été présentée, en fond, une équipe de chercheurs au CHUM et à l'École de technologie supérieure qui m'ont présenté le système Nikiji. Donc, le système Nikiji, c'est né de chercheurs québécois, du CHUM aussi, donc du milieu hospitalier québécois, qui voulaient trouver une réponse aux gens qui ont mal aux genoux. Aujourd'hui, quand on a mal aux genoux, on va voir un médecin. Et le grand défi, c'est que le médecin repose sur l'image, la radiographie ou la résonance magnétique qui sont statiques, alors que la douleur se passe dans le mouvement, dans la fonction, et on ne peut pas voir ce qui se passe dans le genou en mouvement. Puis ce qui se passe, c'est des petits degrés, donc imperceptibles à l'œil nu. Donc, ça prenait un outil pour pouvoir arriver à cette information-là. Donc, j'ai cru dans ça. Ça m'a permis je me suis lancée, j'avais beaucoup d'énergie. Je me disais, OK, ça, c'est la technologie, je le vois. Il y a un besoin, c'est des millions de gens qui consultent année après année pour des douleurs aux genoux persistantes. Il y a un marché, il y a un besoin, puis je vais faire du bien, puis mon entreprise va être basée sur
non seulement des valeurs financières, mais aussi une des valeurs vers l'entraide, apporter quelque chose de bien à quelqu'un d'autre. Avec les années, on a démontré beaucoup de choses. Donc, la génographie, quand elle est prise dans le contexte, dans le continuum de soins, permet de réduire la douleur, retarder le besoin de la chirurgie, d'augmenter la fonction. Mais ça ne s'est pas fait en un clin d'œil. Je vais vous raconter un petit peu l'histoire. Donc, en 2007, j'ai été introduite à la technologie. Vous voyez, il y a des fils. Il y a un tapis de force au sol qui coûtait 150 000 $, puis il y avait des gros ordinateurs, mais surtout que le résultat, c'était des courbes que personne ne comprenait. On savait que l'information était précise, répétable, mais qu'est-ce que ça voulait dire pour un médecin? Le savoir était à développer. Donc, on avait le choix de prendre plusieurs années pour développer toutes les connaissances ou aller vers des réseaux de neurones, du machine learning, donc ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle, pour vraiment travailler ça, mais aussi travailler sur le look, le design, rendre ça cool. Donc, j'ai travaillé très fort. Je n'ai pas seulement pris la technologie de l'université, mais je me suis dit, OK, c'est une collaboration parce que je n'y arriverai pas toute seule. Donc, le laboratoire d'imagerie d'orthopédie, la TELUC, l'École de technologie supérieure, le CHUM, c'était un travail intense de collaboration pour arriver au Nikiji tel qu'il est actuellement, mais aussi une solution. Ce n'est pas des courbes, mais c'est en rouge. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui est anormal? En vert, qu'est-ce qui est normal pour le médecin? Puis, avec des solutions patients. Qu'est-ce que je fais avec ça maintenant que je sais qu'est-ce qui cause toute ma douleur? On a travaillé aussi avec des médecins. Dès le début, en 2008, j'ai eu 4 orthopédistes qui m'ont fait confiance, que j'apprécie encore, qui sont encore partie intégrante de Emovi, donc un comité clinique fondateur qui m'ont aidé à déterminer qu'est-ce qu'on doit publier. Parce que quand on veut changer une pratique médicale, on doit démontrer non seulement que la technologie elle est validée, mais aussi qu'est-ce qu'elle amène. Quels sont les bienfaits cliniques? Comment est-ce qu'on réduit les coûts dans le système de santé? Donc, il a fallu publier. Et on sait que aussi, on doit démontrer qu'on doit impacter les guides de pratique parce qu'il n'y a pas un médecin qui va changer sa pratique si on ne sait pas enseigner cette nouvelle pratique-là. Donc, il fallait travailler fort. Et on a réussi, on a plus que 100 publications maintenant dans la littérature pour les différentes pathologies, douleurs résiduelles post-opératoires, l'arthrose du genou, comme on l'a vu avec Bruni, des blessures sportives, comme avec Laurent du vernis tardif, ou des personnes qui font du sport la fin de semaine, mais qui ont mal. Donc, on a démontré, étape à la fois, brique après brique, la possibilité de tous les bienfaits cliniques et économiques qu'on continue d'ailleurs à démontrer. On a eu la chance aussi de faire la plus grande étude clinique au Canada en arthrose du genou. Encore là, grâce à l'appui vraiment du milieu, du réseau. Le réseau au Québec est très fort, très bien imbriqué là, pour tout ce qui est évaluation en contexte réel de soins, débâtir les études cliniques pour démontrer des valeurs probantes. Donc ça, c'était clé là, dans notre démarchage. Mais ça ne s'est pas fait sans argent. Donc, jusqu'à maintenant, c'est plus de 35 millions qui ont été financés, qui ont été mis dans la technologie, dans la mise en marché, tout ça. Ce 35 millions de dollars-là, au début, c'était quelques dollars, les miens. Surtout que j'ai lancé Emovi en l'automne 2008 ou 2008, puis à l'automne, il y avait le crash boursier, le crash de la subprime, là, je pense qu'on appelait à l'époque. Donc, pas de financement possible, pas d'argent disponible. Donc, j'ai tout mis mon argent possible. J'ai trouvé un partenaire en 2010, puis je me dis, oh mon Dieu, merci, un partenaire qui va m'aider. Donc, mais c'était une erreur parce qu'on ne partageait pas la même vision. Donc, je l'ai racheté. Il fallait investir dans des publications, dans les études cliniques, puis lui, il voulait aller directement au marché, mais c'était un danger d'aller au marché avec une technologie qui n'était pas, qu'il fallait démontrer toute la notoriété, crédibilité. Donc, on est allé vers une série A, une série B, avec des fonds, avec du capital de risque. Mais malheureusement, ce partenaire-là, quand on est arrivé à l'étape de la commercialisation à plus grande échelle, a été fermé. Donc, je me suis retrouvée avec les ailes coupées. Ce qui m'est arrivé, toujours, on l'a dit tantôt au début, là, la chance fait partie de... On travaille fort, on travaille très, très fort, mais la chance est là. Desjardins Capital, Stand Up,
avec l'appui du CTS que j'avais fondé en 2008, m'a permis de mettre en place un certain programme qui a été financé par eux pour aller démontrer les derniers 1000 qui me restaient à démontrer. Donc, comment ça se passe pour un client pour nous. Donc, notre client, c'est des hôpitaux, c'est des cliniques de médecine du sport, c'est des cliniques de réadaptation. Il fallait démontrer à combien ils vont l'acheter, combien ça va leur coûter, puis qui va payer pour. Et le qui va payer pour, on avait des codes de remboursement, mais ils n'étaient pas démontrés. Donc, avec cet appui financier-là de dernier recours, ça m'a permis de faire ça. Dans un contexte où en 2016, quand tout ça, moi, ça m'est arrivé, il a fallu que je vende ma maison, tout ça, parce que j'avais plus d'argent disponible, puis j'étais en train de mettre à risque tout mon bâti, tout ce que j'avais mis. Alors, je voulais avoir des liquidités disponibles. Puis ça, c'est arrivé avec Desjardins. Ça m'a permis vraiment de faire les dernières étapes que j'avais à faire. Ça m'a permis d'aller chercher un gros financement avec TVM Capital, puis Desjardins a réinvesti avec Stand Up. Et on a lancé ce plan-là. Donc, on est maintenant sur un modèle d'affaires où on ne vend pas, mais on place le système avec un paiement à l'utilisation. Donc, on a enlevé la barrière à l'entrée qui était comme le capital equipment. C'est remplacé par un paiement à l'utilisation. Et on a démontré que le tiers payeur rembourse puis que ça se passe bien. Donc, en 12 mois, même pas, peut-être 10 mois, on a 433% de croissance. Puis ça nous a amené à faire un premier pas dans le système public de santé au Québec avec un appui du gouvernement du Québec, MedTech avec l'hôpital Jean Talon et le GMF Charlemagne, où on est en train de démontrer la valeur ajoutée au point de vue économique là, pour le système public de santé. Tout ça aussi, c'est qu'on est allé une étape encore plus loin avec le financement qu'on a obtenu, c'est aller vers des ambassadeurs. Le domaine médical, c'est un domaine qu'on doit publier, on doit avoir des données probantes, il faut avoir un impact sur les guides de pratique, mais un autre, l'effet levier qui est hyper important, c'est le patient. Parce que le patient, lui, cherche des solutions et il est à la maison. Dans notre cas, à nous, 88% des gens qui ont mal aux genoux pensent qu'il n'y a rien à faire, qu'ils ont tout essayé, puis qu'il y a eu des échecs, des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas. Donc, on est allé chercher le patient directement avec 2 ambassadeurs, Bruni Surin et Laurent Duvernay-Tardif. C'était clé pour nous parce que ça, on a permis de bâtir non seulement d'une visibilité sur ce nouvel examen-là, mais pour nos clients, on a bâti un modèle marketing. Comment faire valoir ce nouvel examen-là pour leurs patients à eux et dans leur territoire. Donc, on a travaillé très, très fort sur un plan marketing qui intègre les réseaux sociaux et autres. Et ça en a fait partie de notre propulsion. Ça, c'est nous aujourd'hui. Le local que vous voyez là, c'est un local qui était pratiquement vide il y a un an. Puis aujourd'hui, j'ai même plus de place pour mes employés parce que chaque bureau, il y a un EKG qui est en fabrication qui doit partir. On est pris avec des boîtes. Donc, on a eu une croissance qui était plus rapide. Et puis là, vous avez en dernière photo là, les EKG qui sont prêts à partir chez des clients. Donc, c'est le fun. Aujourd'hui, on fait face à des beaux défis. Mais je vous dirais que tout le long de ce qu'on a vécu, ça a pris 12 ans. Moi, je pensais que ça m'en prendrait 4. Donc, ça a été 3 fois plus long, 3 fois plus coûteux, mais la persévérance. Puis, ce que je peux vous dire, c'est que ce qui m'a permis de vraiment continuer, c'est la passion. J'avais la conviction que ce que je faisais, c'était la bonne chose. Puis, à chaque moment que j'ai eu un manque de confiance, parce que c'est arrivé, surtout dans les moments où on cherche du financement, c'est la première chose qu'on se fait dire par un investisseur, c'est « toi, tu fais ça, tu devrais faire ça, moi, je ferais ça, tu fais ça, puis si tu fais ça, je vais investir ». Ça remet notre vision ça nous met au défi de revoir, de se remettre en cause, tout ça. Puis finalement, non, j'ai décidé dans les derniers 1000 de dire non, moi, là, c'est ça mon plan, c'est ça que je fais. Puis ça passe, ça casse, mais c'est ça qui a marché. C'est ça qui fait que je suis allée chercher les TVM et autres, tout ça, qui ont dit OK, on croit en elle, on croit dans son projet, puis on y fait confiance. C'est d'aller aussi chercher tous les réseaux. Pour nous, moi, je pense que la valorisation des technologies au Québec, elle est hyper importante parce qu'on a de la belle technologie, on a des innovations de rupture, mais on a aussi des chercheurs, des médecins, des infirmières, des techniciens qui sont prêts à
à aider à faire sortir ça du milieu universitaire, puis à l'amener en milieu réel de soins, à générer des données probantes. Puis on peut pas avoir, en entreprise ne peut pas se permettre ça financièrement, c'est impossible. Un autre défi comme entrepreneur que j'ai eu à faire, mais qui aujourd'hui, j'espère qu'il va changer, c'est le parcours entrepreneurial. C'est pas facile. Moi, je me rappelle au début, je faisais des plans d'affaires. Je pense que je faisais des plans d'affaires, j'en faisais 7 ou 8 dans l'année parce que je parlais à BDC, il voulait quelque chose, je parlais à DEC, il voulait autre chose, je parlais à ma banque, il voulait autre chose, je parlais à un investisseur, c'était complètement autre chose. Donc, au début, c'est très difficile à concilier jusqu'à temps qu'on dit, regardez, ça, c'est ça mon plan, c'est ça que je veux faire. Puis ça m'a vraiment permis de clarifier mes choses. Puis je m'implique beaucoup en entrepreneuriat, par exemple, avec la table d'action d'entrepreneuriat, réseau mentor, tout ça, parce que mon but, c'est de faciliter le parcours entrepreneurial, de trouver du financement. Il y en a du financement, mais les fenêtres d'opportunité sont courtes, ne sont pas visibles, ils n'arrivent pas au bon timing. Donc, il faut faciliter la communauté entrepreneuriale. Puis la santé, même dans les 10 dernières années, a beaucoup changé. 2 choses, par exemple, c'est que moi, quand j'ai commencé il y a 20 ans, après ma maîtrise, justement, pour amener des technologies au marché, les stratégies de centre d'excellence, les stratégies de Key Opinion Leaders étaient hyper importantes. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus vraiment. C'est autre chose. Il faut vraiment impacter les guidelines. Il faut arriver avec un modèle d'affaires vraiment, vraiment éprouvé. Le leader d'opinion peut aider et est très important, mais il ne peut pas faire la différence dans l'achat. C'est très rare. C'est de plus en plus rare. Désolée. Juste peut-être, on doit enchaîner. C'est bon, je termine. Et l'autre chose qui a changé, c'est que le patient est maintenant un acteur de changement. Il recherche sur Google, il veut des informations, il demande à son médecin. Donc, ça aussi, c'est des choses qui doivent être amenées aux nouveaux entrepreneurs. Sur ce, merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel. Vraiment très inspirant, un parcours, je soulignerais l'acharnement que vous avez utilisé, puis l'acharnement à obtenir des données probantes. Je souligne ça, c'est vraiment important, puis je pense que c'est payant maintenant, mais bravo pour cet acharnement, très inspirant. Donc, on va passer à notre dernière conférencière. Encore une fois, je rappelle, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les inscrire dans la boîte de chat pour qu'on puisse les prendre à la toute fin. Pour la dernière conférence, c'est avec plaisir que je vais vous présenter ma collègue, Catherine Proulx, une chercheure hors pair, dédiée et déterminée. Catherine est chercheure donc au CNRC et au Centre de recherche sur les dispositifs médicaux. Elle est conceptrice de logiciels spécialisée en visionique et en imagerie médicale. Elle travaille surtout sur des applications pratiques touchant la réalité virtuelle et la réalité augmentée. D'ailleurs, Catherine mène actuellement des recherches sur la convergence entre la technologie du jeu, la réalité virtuelle et la santé cognitive et mentale. Le projet qu'elle dirige présentement vise à contribuer à la lutte contre la COVID-19. Et d'ailleurs, les stagiaires qu'on veut sélectionner auront l'opportunité de travailler avec Catherine et son équipe sur ce projet-là. Au cours de sa carrière, Catherine a eu un recours à une vaste gamme d'outils technologiques, les différents types de capteurs, différents types de modèles d'imagerie et aussi des engins de jeu. Donc, vraiment un parcours assez peu typique, je dirais. Elle croit fermement à l'importance de la diversité dans le milieu des sciences et technologies et elle compte plus de 10 années d'expérience de bénévolat auprès des jeunes femmes et des minorités. Alors, Catherine, je te laisse la place et je t'invite à nous parler de ton parcours. Merci, Patricia. Bonsoir, je suis vraiment contente d'être ici aujourd'hui. Comme l'expliquait Patricia, notre mission au CNRC, c'est vraiment de faire de la recherche appliquée pour soutenir l'industrie, mais aussi pour répondre aux grands enjeux canadiens. Puis je pense qu'en ce moment, on n'a pas besoin de chercher trop loin pour le trouver. C'est quoi notre gros enjeu canadien? Comme disait Patricia, moi, je fais de la recherche depuis à peu près 4 ans sur l'utilisation de la technologie liée aux jeux vidéo puis à la réalité virtuelle pour aider la santé cognitive et la santé mentale des gens. J'ai notamment fait l'architecture d'un gros projet pan-canadien en réalité virtuelle qui touche à toutes sortes de pathologies.
qui vont du déficit d'attention à la schizophrénie, en passant par la douleur chronique. Un projet là, vraiment fascinant qu'on a fait ici à Montréal avec des gens en chaise roulante qui vivent de la douleur fantôme vraiment insupportable jour et nuit. Mais depuis le début avril, mon travail s'est réorienté pour travailler vraiment sur le problème criant de prendre soin de la santé mentale des Canadiens dans un contexte de pandémie. Puis ça va vraiment pas bien en ce moment pour notre santé mentale. À la mi-septembre, au Canada, la dernière fois où on a vraiment mesuré l'état de la santé mentale des Canadiens, il y avait au moins une personne sur 5 qui rapportait des problèmes de santé mentale graves, que ce soit de l'anxiété, de la dépression et beaucoup de consommation abusive d'alcool. Et ça ne va certainement pas en s'améliorant. Donc, ça, c'est énorme et le système de santé, le système, qu'il soit public ou privé, n'est pas capable d'absorber ça. On ne peut pas prendre soin d'un Canadien sur 5 qui souffre de problèmes de santé graves. Donc, on prévoit une vraie annonce dans quelques mois. Donc, je pourrais vraiment vous en parler beaucoup sur mon projet, mais on travaille très fort. C'est un projet très excitant en lien avec le jeu vidéo et la COVID. Et on s'est associé avec des cliniciens, des psychiatres, des psychologues du Center for Addiction and Mental Health à Toronto, le CAMH, qui est un gros hôpital psychiatrique. Et on a vraiment hâte de vous montrer ça. Mais aujourd'hui, on m'a invité surtout pour parler de mon cheminement. Donc, je viens d'une famille de classe moyenne, d'une petite banlieue de Québec. D'ailleurs, ma maman est là. Bonjour, maman. J'ai toujours été la fille à lunettes haïssable qui s'assoit en avant et qui pose des questions. J'ai commencé à programmer très jeune, vers 8-9 ans, quand mon père a ramené un ordinateur à la maison pour la première fois. Puis, c'était quelque chose qui me fascinait vraiment. Puis après ça, je suis tombée dans l'adolescence. Puis, j'ai décidé que c'était pas pour moi. Donc, c'était un peu un miracle que j'ai fini en informatique parce que après des bons débuts, pour moi, dans ma tête, c'était réglé. Puis, je pense que le point clé où ça a tourné, c'est la première fois où je me suis présentée au club de programmation en secondaire 1, que je suis rentrée dans le cadre de porte. Puis là, tout le groupe, évidemment, il y avait juste des gars, se sont retournés pour me regarder, comme si j'avais eu 3 bras. Puis là, j'ai viré de bord. Puis je me suis mis à faire de la musique. Donc, là où j'aurais pu faire de l'informatique, j'ai fait énormément de musique. J'en ai fait très sérieusement jusqu'à mes 20 ans. D'ailleurs, j'en fais encore aujourd'hui. Puis dans ma tête, j'avais fermé cette porte-là. Je me souviens clairement d'un moment, j'étais en secondaire 3, où puis le prof de maths était en train de nous expliquer, ça va être vraiment important si vous allez un jour en génie. Puis dans ma tête, je me suis dit, j'ai pas besoin d'écouter, c'est pas pour moi, ça. Puis je sais pas pourquoi j'avais cette conviction-là, parce que dans le fond, j'étais plutôt douée en mathématiques. Mais pour moi, un ingénieur, ça avait une bedaine puis une moustache, puis ça jouait au golf avec des clients, puis c'était pas ça que je voulais comme vie. J'ai été chanceuse d'avoir des enseignants au long de mon parcours qui ne m'ont pas vraiment laissé décrocher quand même. Je pense notamment à mon prof de maths qui a insisté pour que je fasse des concours de mathématiques, puis qui m'a dit, au pire, tu iras si ça ne te tente pas d'aller à ton cours de français. C'est un très bon argument à 14 ans. Puis finalement, comme jeune adulte, à un moment donné, j'ai réalisé que je n'avais pas ce qu'il fallait pour devenir flûtiste à l'orchestre symphonique. Puis que peut-être que d'aller en génie informatique, ça me permettrait de faire des outils pour les artistes. Puis c'est là que, complètement par accident, je suis vraiment tombée dans le domaine médical. Ça ne faisait pas du tout partie de mon plan de carrière. Je n'avais jamais pensé au domaine médical. Mais j'avais postulé sur un stage pour une compagnie qui s'appelait Orthosoft et qui faisait des systèmes d'aide à la chirurgie orthopédique. Puis l'offre parlait de 3D, ce qui m'intéressait, puis j'avais pas mal toutes les qualifications. Fait que je me suis dit, ça me fera un bon plan B si jamais Softimage ne veut pas de moi. Puis en entrevue, je suis complètement tombée en amour avec l'entreprise, avec la mission, tellement que j'étais encore là 13 ans plus tard. Entre les deux, j'ai fait une maîtrise en vision 3D qui m'a donné le goût de la recherche. Puis ça aussi, ça a été pas mal un coup de cœur platonique, parce que j'ai rencontré un prof d'université dans une conférence, puis il était vraiment fascinant, puis intéressant, puis motivé. Puis ça m'a donné le goût d'aller à la maîtrise. Au travers de ces 13 années-là aussi, j'ai eu 2 enfants. Si vous étiez là au début de la conférence, vous les avez probablement vus dans le petit vidéo. J'ai eu un paquet de brevets, ce qui est un autre
forme de bébé. Puis je me suis retrouvée dans plein d'endroits où je n'avais jamais pensé aller, comme de traverser l'océan à pied levé pour aller déboguer un système en plein milieu d'une chirurgie en Allemagne. Ça fait encore partie probablement des choses les plus stressantes que j'ai fait de ma vie. Puis en 2014, bon, ça faisait quand même très longtemps que j'étais chez Orthosoft, qui avait changé de nom pour Zimmercast depuis. J'avais pas mal fait le tour. Puis il s'est ouvert à moi l'opportunité d'aller travailler chez Unity. Unity, pour ceux qui ne connaissent pas le domaine des jeux, c'est un des plus gros engins de jeux vidéo au monde. Probablement qu'au moins la moitié des jeux sur votre cellulaire ou sur votre ordinateur sont faits avec cet engin-là. Et je suis allée travailler dans l'équipe d'animation et storytelling. C'était quand même un gros switch pour moi de passer du biomédical au milieu du jeu, même si de façon technologique, ce sont quand même des technologies qui se ressemblent puis des défis qui se ressemblent. Les deux sont très, très mathématiques, très basés sur la science, la performance. C'est quand même des milieux qui se ressemblent. Mais même si le défi technique était super intéressant chez Unity et que je travaillais avec des gens fascinants, le monde médical me manquait. Ça me manquait de me lever le matin et de savoir que j'allais agir directement sur la santé des gens. Puis, un peu par hasard, au mois de mai 2016, la compagnie organisait un Hack Week. C'est une tradition chez Unity où tous les développeurs sont réunis pendant une semaine pour coder comme des fous. Puis, j'avais décidé de proposer un projet de simulateur médical en réalité virtuelle. C'était le premier projet que je proposais dans un Hack Week. J'avais rassemblé une belle équipe autour de moi. On a eu vraiment du plaisir. Puis, on avait fait vraiment un projet impressionnant pour une semaine. Puis, juste à mon retour au Québec, j'avais un message de recrutement du CNRC qui me demandait si j'aurais envie de venir faire ça, moi, des projets de simulateurs en réalité virtuelle dans le domaine de la santé. Donc, dans le fond, il m'offrait de faire à temps plein ce que, quand j'avais eu complètement carte blanche, puis que j'avais pu choisir n'importe quoi en informatique, c'est ce que j'avais décidé de faire. Fait que j'ai pas été capable de dire non. Puis, je suis là depuis 4 ans. J'adore ce que je fais, puis je pense que c'est vraiment un beau cadeau de se lever le matin puis de se dire « Je suis vraiment payée pour faire ça, sincèrement. » Puis c'est encore ça, ça fait 4 ans, puis j'ai encore des moments où j'en reviens pas. Donc, en finissant, j'aimerais ça vous laisser avec 2 idées. La première, puis c'est un peu cliché de dire ça, mais c'est pas moins vrai, c'est que c'est important de définir c'est quoi pour vous le succès. Moi, je suis une fille de technique, je suis une fille de code, je suis une fille de créativité. Puis peut-être que je vais changer d'idée un jour, mais là où j'ai envie d'être aujourd'hui, c'est vraiment d'être sur le terrain puis d'agir concrètement sur la vie des gens. J'ai le goût d'avoir les mains dans le code encore. Puis j'ai pas le goût d'être fondatrice ou VP de quelque chose. Puis c'est correct. Pour moi, d'avoir du plaisir à faire de ce que je fais puis d'avoir l'impression que je suis à la bonne place, c'est vraiment une immense satisfaction. L'autre affaire, puis ça vient un peu faire écho à ce qu'Anna disait tout à l'heure, c'est de réaliser la part de chance, mais aussi la part de privilège dans mes réussites. C'est clair que j'ai travaillé fort, j'ai travaillé très fort, mais si je n'étais pas née dans la famille où je suis née, si je n'avais pas été au bon endroit, au bon moment, la pente aurait pu être pas mal plus abrupte. Il y a toujours moyen de trouver plus privilégié que soi, c'est sûr, puis d'être frustré de ça. Puis je le comprends, là, j'ai eu des moments vraiment injustes dans ma carrière où je voulais pleurer de rage. Mais je me suis mis à avoir beaucoup plus de plaisir dans mon travail puis dans mes relations professionnelles quand j'ai arrêté de considérer ça comme un zero-sum game. C'est pas une course, puis il n'y a pas nécessairement des gagnants. Puis c'est vrai qu'il y en a qui partent avec une longueur d'avance, puis que c'est pas juste. Puis en tant que communauté, c'est important de mettre la lumière sur ces injustices-là puis d'essayer de les défaire. Mais c'est important aussi de réaliser qu'il y a pas mal de monde qui partent avec moins de moi, puis que je peux choisir de regarder en avant avec du ressentiment, mais je peux aussi choisir de tendre la main vers arrière. Puis moi, j'ai jamais regretté une seule minute que j'ai investi dans ma communauté. Je pense que ça a fait de moi une meilleure chercheuse, ça a fait de moi une meilleure programmeuse, puis ça fait certainement moi quelqu'un de pas mal plus heureux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Catherine. Vraiment très, très inspirant. Et je suis complètement d'accord avec les 2 derniers commentaires. Vraiment, là. Très, 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 très bon.
Alors, et pour conclure aussi, Oui, alors j'aimerais... Patricia, c'est extraordinaire. Patricia, c'est Luc ici. Je suis OK. dans la salle de régie avec mon masque et puis on est tous emballés par autant de conférencières. On a eu la chance de les laisser parler un petit peu. Alors, on se dit, et puis là, si vous voyez, je suis live directement ici de la régie. Je suis heureux d'être avec vous. Il y a beaucoup de questions, beaucoup de questions dans le chat, beaucoup de questions dans le Q&A. Et ce qu'on propose de faire, en fait, c'est de tout de suite, celles qui veulent aller rejoindre les conférencières, elles sont bienvenues à le faire. Ici, on va poursuivre avec le pitch en 90 secondes pour avoir la chance d'avoir des personnes qui vont se présenter à vous, des personnes qui vont se présenter au CNRC, parler un petit peu de leur bagage en 90 secondes. On en a 3, 4, 5 personnes comme ça et les autres aussi qui veulent le faire. Alors, on va faire ça ici live dans la salle principale. Ceux qui veulent rester avec nous, vous êtes les bienvenus. Ceux qui veulent se présenter et qui n'avaient pas eu la chance de s'inscrire, vous êtes les bienvenus. Et ceux qui veulent aller parler directement aux conférencières, eh bien, Sandra vient de mettre dans le chat les questions, le lien pour vous montrer où est-ce que vous allez pouvoir aller dans les salles pour rencontrer nos conférencières. Alors, ça me fait plaisir d'être avec vous ici dans le grand studio du centre-ville Prompt de l'innovation. Et c'est un grand plaisir d'avoir autant de personnes qui ont de la motivation, peut-être pour aussi emboîter le pas avec nos conférencières et devenir, elles aussi, des innovatrices dans le secteur de la technologie, des innovatrices dans le secteur de la technologie pour la santé. Et c'est ici qu'on aura peut-être la chance d'en découvrir quelques nouvelles. Encore une fois, je vous rappelle à toutes les personnes ici, on en a encore près de 80 personnes qui sont présentes avec nous. Si vous désirez rester ici présentement pour voir les présentations rapides de ces personnes, vous êtes les bienvenus de rester. Si vous voulez tout de suite aller rencontrer nos conférencières, vous êtes bienvenus de le faire. Suivez le lien qui est donné dans le chat. Vous allez pouvoir voir les 2 salles, chacune avec les conférencières qui sont là, qui vous y attendent pour pouvoir échanger avec vous, prendre un petit verre de vin, finir la grande journée de travail avec elles. Et puis, il y a tellement de questions très pertinentes sur leur carrière, sur leur technologie, sur ceux qui les ont soutenus, sur le fait d'être entrepreneur et d'être une famille, d'être une mère, de pouvoir être une personne qui change le monde tout en ayant 1001 responsabilités. Il y a 1001 questions intéressantes qui vont pouvoir être posées. Alors, sans plus tarder, mesdames et messieurs, ça me fait plaisir d'accueillir ici des personnes qui, vous savez, le CNRC, c'est une organisation de recherche nationale, Prompt et finance les travaux de recherche ici au Québec, parfois avec le CNRC. Ils ont des chercheurs de classe mondiale. On a eu la chance de voir Catherine, qui est une personne très fort dynamique, qui est une chercheure dans le domaine des technologies numériques pour la santé. On a vu le genre de projet qu'elles font, c'est assez exceptionnel. Donc, il y a des projets qui utilisent la réalité augmentée, la réalité virtuelle, le jeu vidéo pour adresser des problèmes de santé importants dans le domaine de la santé mentale. Catherine invite des gens à venir travailler avec elle. Le CNRC invite des gens à venir travailler avec elle sur des projets. Alors, c'est des stages rémunérés comme ceux-là qui vous sont offerts. Aujourd'hui, on a 5 personnes qui voudraient se présenter. Vous savez, on va s'amuser. 5 personnes, on va commencer, on les a, j'espère, avec nous. On a Asia Sheraitaya, qui est dans le domaine d'études de management stratégique et marketing à l'Université de Montréal. Asia, vous êtes avec nous? Alors, la prochaine personne, pendant qu'on cherche Asia, ce sera Azadeh Bojmerani, qui est au Master TRP à l'Université de Toronto. Alors, Azadeh, vous êtes avec nous? Oui, je suis là. En fait, je ne sais pas si vous pouvez me voir ou pas. Mais oui, Azadeh, on vous voit. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, on s'amuse, on se présente en 90 secondes. Ensuite, je pourrai vous poser quelques questions.
Oui, d'accord. Je dois m'expliquer moi-même ou je dois parler à propos de mes projets? Moi, je vous suggère de parler un peu de vous et de citer quelques exemples de projets que vous avez faits qui peuvent être inspirants, intéressants et pertinents à de l'innovation dans la technologie pour la santé. D'accord. Bah, moi, je suis Azadeh. Je suis titulaire un doctorat à l'Université Laval en experimental medicine. Et alors, ce que j'ai fait, j'ai essayé de trouver les needs, les besoins qu'on peut avoir aux soins cliniques, et ensuite trouver les solutions pour eux, autant qu'on crée des applications. Pour ma thèse, j'ai créé quand même une application pour trouver le volume courant des patients. C'est-à-dire que c'est une façon avec un smartphone, vous pouvez prendre une photo, une image, et ensuite, cette photo-là va calculer la taille du patient, le poids prédit, le volume courant, et le technicien ou le médecin peut changer le volume courant correspondant aux valeurs correctes qu'on nous a calculées. Cela nous a aidé de diminuer les effets secondaires que les patients peuvent avoir durant les soins intensifs. Et là maintenant, durant le COVID-19, alors ça aide beaucoup pour les machines à ventilation mécanique. Ça peut diminuer les effets secondaires, ça peut aider les médecins et ça va diminuer les finances et les coûts pour les hôpitaux. Voilà, c'est tout. C'est fantastique. Vous avez un timing hors pair. Et vous, Azadeh, qu'est-ce qui vous passionne? Je vois dans votre profil que vous avez des compétences en biomédical, en informatique, en leadership également. Oui, bon, en fait, moi, je connais l'informatique, j'adore l'électronique, et ensuite, j'adore la partie médicale aussi. Ce que j'ai bien dans ma tête, c'est que j'arrive à mixer les deux ensemble et trouver des nouvelles solutions. Parce qu'en fait, les ingénieurs, il y a quand même des idées géniales. Les médecins, quelquefois, ils ont des idées géniales. Mais le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à communiquer. Moi, je connais les deux parties. Alors, je peux communiquer avec les deux parties et trouver les solutions et ensuite avoir effectué et utilisé aux soins intensifs. Génial. Vous êtes vraiment dans la philosophie parfaite de Hacking Health, là, qui veut connecter les gens de la première ligne en santé avec les gens de la technologie. Merci d'avoir été avec nous, Azadeh. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Alors Faten, vous êtes bien là avec nous? Oui, bonjour, bonsoir. Alors, on est heureux de vous voir. Bravo. Bonsoir, merci. Merci encore pour cette occasion-là. Merci. Merci de venir vous présenter. J'espère que les conférences vous ont plu. Oui, c'était vraiment très, très inspirant et surtout que le fait qu'elles aient parlé du côté, qu'elles soient entrepreneurs et mères aussi, là, ça m'encourage, disons. Alors, on fait le petit jeu ensemble, 90 secondes pour nous parler de vous, de vos projets pertinents. Qui êtes-vous? Ça marche. Alors, bonjour, bonsoir à tous. Alors, je m'appelle Faten Miri. J'ai un doctorat de l'École de technologie supérieure. J'ai travaillé en fait sur l'imagerie médicale en fait avec Sainte-Justine. J'ai travaillé sur la segmentation et le tracking des artères coronaires à partir des séquences en géographie, donc des radiographies en mouvement. Et l'idée, c'est de mesurer l'élasticité et d'indiquer en fait aux médecins l'éventualité d'une anomalie quelconque si l'élasticité n'est pas bonne des artères. Et après cela, j'ai eu la chance de pouvoir travailler dans une petite start-up en imagerie médicale qui s'appelle Optina Diagnostic et qui travaille en fait sur l'analyse des images de la rétine pour détecter des maladies comme l'Alzheimer. Et ça aussi, j'ai adoré cette expérience-là parce que ça me permet de toucher un peu à plusieurs rôles quand on est dans une petite start-up comme ça. Et c'était une belle expérience bien enrichie. Puis j'ai vraiment une passion aussi pour l'enseignement que j'ai fait tout au long de mes études universitaires et je continue encore aujourd'hui. J'adore en fait la vulgarisation scientifique et expliquer des notions complexes et guider les étudiants dans leur apprentissage. Et ça a titillé ma curiosité quand j'ai vu qu'il y a un stage en storytelling et rédaction au CNRS. Et voilà, donc j'espère que je pourrais faire partie de l'équipe peut-être un jour. Donc voilà. Oui, Faten, on me dit que vous avez une passion pour la vulgarisation scientifique. Est-ce que vous avez eu la chance d'avoir quelques expériences en communication de sciences ou de technologie?
En fait, c'est pas, j'ai pas eu l'occasion que, mis à part le parcours d'un chercheur normal, que ce soit dans les conférences ou dans des activités de vulgarisation à l'ETS. J'étais ambassadrice à l'ETS, donc je faisais la promotion de l'ETS dans plusieurs événements. Et donc, je m'adressais à des personnes de différents profils qui viennent là. Donc, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée et que j'aimerais pouvoir pousser aussi encore. Mais c'est fantastique. Merci beaucoup, Faten. Merci d'être avec vous. nous, d'avoir joué le jeu, de vous être présenté. Et puis, on continue, rester avec nous. Alors, j'aimerais voir si on a nos amis Asia, Rajia et Halima qui seraient peut-être présentes. Et si ce n'est pas le cas, s'il y a d'autres personnes qui voudraient se présenter, lever la main. Ah oui, j'en vois une là, ici avec la Sylvana. Alors, Sylvana, on vous écoute. Qui êtes-vous? Oui, bonsoir. J'étais vraiment pas préparée, donc j'espère que ça va aller. Mais je peux commencer tout de suite si vous voulez. Oui, je vous en prie. OK, donc moi, je ne fais vraiment pas naturellement partie de la gang de santé. Je suis une designer visuelle et avec mon mari et partenaire, on travaille maintenant on a dessiné, on travaille sur un respirateur transparent et réutilisable de grade médical, mais pour l'utilisation générale du public. Et ce qu'on a fait aussi, c'est on a intégré, mais on est en train d'encore développer un système d'amplification de la voix en temps réel. Et avec ça, il y a d'autres défis qui se rajoutent, mais en gros, c'est ça notre projet. Bien, fantastique. Designer, écoutez, vous êtes tout à fait approprié. Vous avez vu les projets de Catherine qui requièrent du storytelling et qui requièrent du design, d'un côté artistique. Est-ce que cet aspect-là, vous l'avez intégré dans vos projets dans le passé? L'aspect storytelling? L'aspect de design, storytelling, l'aspect artistique? Oui, bien sûr. En fait, c'est ça. En fait, ce que je faisais avant mon masque, c'était vraiment wearable. Et j'ai commencé à expérimenter avec wearable technology. Donc, c'est un peu comme ça qu'on est arrivé dans ce design de masque, en fait. Ben, c'est génial. Merci. Puis, vous faites ça avec votre conjoint, vous avez dit, donc travail d'équipe. Oui, c'est ça. Mais là, on est en train de générer parce qu'en fait, on fait partie de Santec maintenant. Donc, on a été déjà pré-accéléré par Montréal Inc. et maintenant, on est accéléré par Santec. Et on est en train de bâtir de très belles partenariats pour la technologie, pour la recherche, pour les tests des matériaux et tout. Donc, la CNRC, c'est très intéressant pour nous. On les adore au Santec, un accélérateur extraordinaire et qui est un propulseur de plusieurs entrepreneurs technologiques dans tous les domaines et aussi dans le domaine de la santé. On aura d'ailleurs Puzzle qui va présenter le 10 décembre. Je vous invite tous. Ben oui, vous connaissez Jade? Oui, exactement. C'est génial. On en profite pour tous vous inviter à vous inscrire. Vous tous qui êtes encore avec nous, là, vous êtes encore une grande cinquantaine, à vous inscrire à la prochaine soirée, conférence mise en lumière Femmes en Tech qui aura lieu le 10 décembre. On va vous donner le lien encore une fois dans le chat pour que vous puissiez vous inscrire. Si ça vous a plu ce soir, on continue d'en apprendre et d'être inspiré par des personnes extraordinaires, des femmes qui changent le monde et qui montrent la voie, pas juste aux femmes, mais également aux hommes et à la nouvelle génération sur comment faire les choses. Alors, le 10 décembre, ce sera un prochain rendez-vous. Est-ce qu'on a d'autres personnes qui seraient intéressées à se présenter ici ce soir? On lève la main avec le petit, ou bien à l'écran, ou bien sous le bouton participant. Là, vous avez la fonction lever la main. Comme ça, en enlevant la main, on va pouvoir vous identifier. Faites-moi un petit coucou. Et sinon, pour tous les autres, ceux qui veulent parler à Catherine, à Patricia, qui va rester ici avec vous pour échanger sur ce qui se fait au CNRC, pour échanger sur qu'est-ce que seront ces stages, pour avoir la chance de les connaître un peu plus. On reste ici. Ceux qui veulent aller échanger, poser des questions avec les autres conférencières, vous allez voir dans le chat, il y a le lien
qui vous amène à une page et là, vous allez voir les liens de chacune des salles Zoom où se trouvent et Alexandra et Michel pour pouvoir aller connecter directement avec elle. Vous êtes les bienvenus de le faire. Vous êtes les bienvenus de le faire aussi longtemps que vous le désirez. Passez toute la soirée ensemble sur Zoom. Moi, je vous recommande d'y aller avec modération. Je pense que le Zoom, aujourd'hui, on en a beaucoup toute la journée. Alors, Catherine, dis-moi, tu as aujourd'hui des personnes extraordinaires. Puis peut-être dernier appel, est-ce qu'on a des gens qui veulent se présenter encore? Alors, si ça arrive, on va continuer. Catherine, on a des personnes extraordinaires ici. On a je vois une main levée, Ouda, je crois. Oui, Ouda, je vois de ça. Là. Donner la chance de se présenter. Ben oui. Alors, est-ce qu'on vous voit, Ouda? Est-ce que Sandra, notre régisseur extraordinaire. Oui, bonjour, Ouda. Alors, on ne vous entend pas. Ah, excusez-moi. Est-ce que ça devrait aller? Voilà. Écoutez, merci beaucoup de me donner l'occasion. Je n'avais pas prévu de pouvoir assister, donc La vie est remplie de ces surprises, hein? Il faut saisir les occasions. Exactement. Alors, qui êtes-vous? Écoutez, moi c'est Ouda, je suis médecin de famille. J'ai fait ma médecine au Maroc et puis pendant ma médecine, j'ai beaucoup réalisé qu'on était très limité. En fait, on était rapidement limité. Et puis, je me demandais quand même que les avancées de la technologie, ça avance. Mais pourquoi est-ce qu'on ne voit pas ça en santé? Donc, initialement, naïvement, je me suis dit que la technologie n'avait pas tant avancé que ça. Mais quand j'ai fouillé un peu plus pour ma défense de thèse, j'ai réalisé qu'en fait, le problème n'était pas que la technologie n'existait pas. C'est que la technologie n'était pas faite en collaboration ou par les personnes qui allaient les utiliser, donc notamment ici les médecins. Je pense que quelqu'un d'autre avait déjà évoqué ça en disant que la communication entre les ingénieurs avec leurs super idées et les médecins avec leurs super idées ne se trouvait pas être... Il n'y avait pas il n'y avait pas de compréhension. Et donc, j'ai décidé de me placer justement dans cette intersection. Et je suis arrivée à l'ETS du Maroc au Canada pour faire ma maîtrise en technologie de la santé, où je me suis plongée dans le monde de l'intelligence artificielle et où j'ai commencé et fini un projet sur la détection d'un certain signe pour la scoliose des enfants avec Sainte-Justine. À partir de là, écoutez, j'ai suivi un peu plus la partie intelligence artificielle et actuellement, je suis vraiment passionnée par l'implication des patients dans le développement des technologies de la santé et surtout par la compréhension de ces outils en garantissant un peu l'anonymat et la sécurité. Voilà. Fantastique, Ouda. C'est fantastique que vous ayez, en 90 secondes, oui, c'est fantastique que vous ayez choisi de réorienter, en fait, d'augmenter votre carrière avec le domaine de la médecine, mais avec le domaine de la technologie, puis maintenant de l'intelligence artificielle pour élargir votre impact. C'est toute une décision. C'est ça, ouais. Comme vous avez dit, moi, je ne considère pas ça comme une réorientation. Je pense qu'on est obligé, en tant que professionnel de la santé, de s'adapter à ce qui va venir et d'essayer de comprendre. Donc, pour moi, c'est vraiment une spécialisation dans ce domaine-là particulièrement. Vous savez, moi, en vous écoutant et en vous écoutant tous, là, celles qui se sont présentées, je me dis on aurait des conférencières extraordinaires pour une autre conférence. On pourrait passer 1 heure avec vous tous pour entendre sur vos projets, puis vos carrières, puis vos domaines de développement. C'est fascinant. Merci. Alors oui, Catherine, on a des gens... Est-ce que tu as des questions, toi? Oui, en fait, j'aimerais ça glisser un mot parce que là, je vais parler un peu de mon projet qui est vraiment un projet lié à la santé mentale dans le domaine du jeu en lien avec la COVID. Mais on a un second projet. Celles qui ont vu le petit vidéo qui présentait les possibilités de stage, on a une petite idée. Mais en écoutant les différentes personnes qui se présentaient, il y a des choses qui s'allumaient dans ma tête. Là. On a un projet notamment lié à tout ce qui est en lien avec on a ce qu'on appelle le contactless monitoring. Donc, être capable de lire les signes vitaux des gens sans être obligé de leur coller des senseurs partout, ce qui est ni plaisant,
ni particulièrement facilement transportables dans la maison des gens. Donc, on a tout un projet de recherche en vision et en analyse de traitement d'images pour intégrer ça. Donc, si c'est quelque chose qui peut vous tenter, clairement, on pourra entrer en contact. Mais ça sonne presque de la science-fiction de voir qu'à partir d'une image vidéo de son iPhone, on peut capter le rythme cardiaque, la température, des choses comme ça. Et ça fonctionne. Je veux dire, on en a des grands bouts là, on n'est pas dans la science fondamentale, dans le début. Là. Nous, on est dans comment est-ce qu'on prend ces idées-là qui fonctionnent aujourd'hui. On a des prototypes qui marchent, qui ont été testés. Comment on fait marcher ça dans la vraie vie, sur des vraies personnes qui ne sont pas dans des conditions de laboratoire idéales. Mais oui, c'est absolument de la science-fiction. C'est vraiment fascinant. Je suis juste jalouse de ne pas pouvoir travailler sur ce projet-là parce que je ne peux pas tous les faire. Mais vous êtes combien de chercheurs dans les domaines de technologie, santé, tout ça au CNRC? Dans le laboratoire Simulation et santé numérique que Patricia dirige, on est une trentaine, je crois, c'est un peu fluide dépendant des moments. On est une trentaine et puis on est divisé en 4 équipes. Donc, moi, je suis dans l'équipe santé cognitive. On a une équipe qui se concentre spécifiquement sur l'intelligence artificielle, l'analyse de données, mais aussi beaucoup tout ce qui est avatar intelligent. On a une équipe qui travaille sur la biomécatronique. Donc, eux sont vraiment beaucoup plus dans le côté physique des choses, avec des systèmes haptiques. C'est super excitant. Ils ont des gants robotisés. Puis, on a une 4e équipe qui est en santé connectée, qui, eux, se concentrent sur tout ce qui est soins à distance, dont notamment le contactless monitoring. Wow. Puis, on travaille vraiment beaucoup là, en interrelation. On n'est pas en silo, là, on est tous, normalement tous ensemble. Et puis, les gens vont se promener d'un projet à l'autre pour amener leur expertise spécialisée. Donc, je dis que souvent que dans l'équipe, pour que ça fonctionne, tout le monde doit être expert de plus d'une chose et ça prend plus qu'un expert de chaque chose. Donc, on a une équipe avec une expertise très, très large, puis beaucoup de gens là, qui sont capables de faire des choses incroyables au niveau multidisciplinaire. On a entre autres une des filles de mon équipe est neuroscientifique, mais c'est aussi notre experte en programmation pour tout ce qui est programmation embarquée et qui sait comment faire fonctionner la machine à imprimante 3D. Donc, on a vraiment là, des gens avec des parcours multidisciplinaires incroyables, puis des gens qui n'ont pas peur de la technologie. Catherine Proulx, on va passer bientôt la parole à Patricia, qu'on va réaccueillir ici dans la salle. Je vais mettre mon masque et la laisser rentrer, mais il y a une autre Catherine qui est sur la ligne et qui a levé la main. C'est Catherine, je n'arrive pas à voir son nom de famille. Bonjour Catherine. Bonjour Catherine Pagiatakis, vous êtes avec nous. Est-ce que vous pouvez vous brancher la caméra puis le micro? Oui, bonsoir. Bonsoir. Écoutez, vous avez peut-être envie de vous présenter ou vous êtes déjà une personne du CNRC? En fait, je suis une chercheuse avec l'équipe de Patricia et plutôt sur le projet que Catherine a vraiment bien présenté du côté contactless sensing. Alors, je voulais juste donner plus d'informations à ceux qui seraient intéressés pour ce projet-là. Alors, comme Catherine a... Ben oui, donc c'est vous la magicienne technologique qui rend ce genre de phénomène possible de voir les signes vitaux par l'image. Une de plusieurs scientifiques et ingénieurs, oui. Je fais partie de cette équipe-là. C'est vraiment une belle équipe dynamique. C'est un projet vraiment intéressant, comme Catherine a mentionné. Tous les projets, en fait, au CNRC, je trouve, sont vraiment intéressants. Et comme Catherine a mentionné, c'est vraiment multidisciplinaire. C'est vraiment un endroit dynamique. On a la chance de toujours apprendre des nouveaux concepts et s'adapter d'une façon vraiment rapide. Alors, c'est vraiment un lieu intéressant de travailler. Je trouve, je suis là depuis 4 ans aussi et je travaille plutôt du côté santé connectée. Et depuis quelques années maintenant, ou 1 an et demi, on développe ce projet de contactless sensing, mais depuis la COVID, ça a commencé très fort. Les développements ont commencé très fort.
Alors, du côté stage, ce qu'on cherche, c'est vraiment, on a notre modèle qu'on a développé depuis longtemps, mais on est à une place où on aimerait développer une application mobile pour pouvoir accueillir des vidéos, faire tous les traitements des données et pouvoir extraire les signes vitaux, spécifiquement la fréquence cardiaque. Alors, quel genre de compétences vous recherchez? Quel genre de profil de personnes vous recherchez? Puis on a une quarantaine de personnes encore là, qui nous écoutent et qui n'ont peut-être pas osé se présenter, mais certainement qui sont intéressés à comprendre quels sont ces stages, quelles sont les opportunités au CNRC et dans ce domaine-là en général. Oui, c'est vraiment de ce côté-là, c'est le développement les applications mobiles plutôt sur Android. Alors, toute expérience reliée à ça, c'est vraiment intéressant à nous. Ben, Catherine, on nous dit, je vois sur la ligne, et puis j'entends à la régie là qu'on essaie d'ouvrir les salles de breakout. Il y a peut-être un problème de ce côté-là. On vous remercie de votre patience, là, si c'est le cas. Les conférencières vont être là pour ceux qui veulent aller leur parler. Sinon, ici, ben, on a les gens du CNRC dans la salle principale. On est content d'être avec elles. Eh bien, justement, ça pourrait me permettre peut-être, pendant que Catherine, il y a vraiment une génération de Catherine au CNRC, l'une ou l'autre des Catherine peut-être nous parler un peu plus de leur projet. Moi, j'inviterais Patricia à revenir dans la salle principale puis reprendre le pupitre pour clore et avancer la conversation, puis ensuite finaliser la soirée aujourd'hui. J'ai 2 secondes. Je voudrais poser une question rapide à Catherine Pagliatti. Je vous en prie. Juste par curiosité, est-ce que je sais que c'est Contact-là ce que vous faites maintenant, mais est-ce que par curiosité, est-ce que vous êtes en contact avec les gens de Hexaskin? Un peu? Pas pour ce projet spécifiquement, mais je crois que dans le passé, pour des autres projets, oui, c'est une technologie qui a déjà été utilisée. En fait, je pense que Catherine connaît un petit peu plus à propos de ça. C'est elle qui a travaillé, je pense, plus avec cette technologie-là. Ah, OK, cool. Oui, on travaille avec beaucoup d'acteurs du milieu des senseurs. On a déjà été aussi avec des gens, par exemple, du Muse Headband, Interaction, qui font des systèmes de EEG. On a financé, entre autres, là, un ISC Challenge, donc un challenge pan-canadien pour venir développer des senseurs, des casques de réalité virtuelle intégrant les EEG. C'est en cours en ce moment. On a très hâte de mettre la main là-dessus. Pouvoir combiner donc les EEG, les électroencéphalogrammes avec la réalité virtuelle. Donc, on a vraiment les deux mains là, dans les senseurs et on essaie de toucher sur l'ensemble des possibilités, donc à la fois des senseurs de grade médical haut de gamme, mais aussi des senseurs low cost. Là. Donc, c'est pas mal notre pain et notre beurre. La question, est-ce que ça serait peut-être par rapport à ce qu'on vient de faire comme pitch, par exemple, savoir comment ça se passerait quelque chose, une conversation avec le CNRC, ou c'est vraiment des choses générales? Okay. Oui, parce que je sais pas. Sinon, on va se parler en privé après. Je pense que l'idée, là, maintenant que tout le monde a fait les pitchs, l'idée, c'est d'ouvrir plus la conversation au niveau général là, par rapport à la conférence. S'il y a des choses que vous vouliez savoir, je m'excuse, j'ai du bruit en arrière-plan. Donc, si vous avez des questions sur notre cheminement, sur le travail qu'on fait, c'est la place. Prenons un verre au cocktail post-conférence, puis discutons. Oui. Alors, on a Marie-Claude Brière. Je pense qu'elle est de la Gaspésie, si je ne m'abuse. On a Elias aussi qui nous joint, puis Léla Benamur qui voulait se joindre à la conversation. Bien, je voulais juste saluer la Gaspésie. Merci, Luc, pour cette belle initiative de Prompt qui est toujours de notre top. Catherine, c'est mon coup de cœur ce soir. Bravo. Spontanément, je regarde tout ce qui se passe. Moi, je suis vice-présidente aussi d'un réseau des technologies pour la Gaspésie-les-Îles. Je suis aussi d'entrepreneur. Moi, je suis stratège en communication. Mais
en entendant tout ce qui se passait, je me disais, comment on peut éventuellement connecter nos jeunes ou bien nos émergents en région aussi à des projets qui sont souvent plus collés autour de Montréal, puis de tous les réseaux pour les startups, d'où on n'a presque pas accès, honnêtement. Là. On s'autosuffit dans nos réseaux, puis j'essaie de voir éventuellement s'il y avait des ponts pour des projets communs éventuellement, assurément, qu'on ait des plus petites communautés, mais on a des beaux grands défis aussi. Puis le niveau de l'innovation est quand même bien développé en Gaspésie. On est toutes branchés partout, puis je vais juste te faire un coucou, puis des fois qu'on réfléchisse à des opportunités comme ça, là, ben, déjà, en partant, je dirais la mission du CNRC, c'est de soutenir l'industrie à la grandeur du Canada, pas juste à Montréal et à Toronto. On a tout un réseau qui s'appelle le Programme d'aide à la recherche industrielle ou PARI. Souvent, quand les entrepreneurs connaissent souvent beaucoup plus la branche PARI du CNRC, qui est la branche qui donne de l'argent, plutôt que la branche recherche qui est la mienne. Mais les représentants du PARI, il y a des conseillers qui sont attitrés à toutes les régions et qui peuvent venir faire du mentorat, mais aussi guider les gens au travers des différents programmes de recherche, des différents programmes de financement. Il y a toutes sortes de sources de financement pour soutenir la recherche. Donc, c'est vraiment du financement à la recherche et à l'innovation. On ne va pas financer là, des plans d'affaires en soi, mais je pense qu'il y a des belles opportunités au Paris. Nous, ben, on est habilités aussi là, à travailler à soutenir les entreprises où est-ce qu'elles soient. J'ai travaillé avec des entreprises du Manitoba, j'ai travaillé avec des entreprises partout au Canada, d'Alberta. OK. Donc, on va là où les entrepreneurs sont. C'est de faire rayonner ce que vous faites et faire un peu plus de com, dans le fond, des communications. Merci, je ne prends pas plus de votre temps. C'est génial. On a plein de gens qui se sont joints à nous aussi, là, puis on est heureux de les avoir avec nous. Une belle conversation qui se passe là. Je ne sais pas, Léla, est-ce que tu voulais intervenir? Oui, absolument. Merci beaucoup, Luc. Je voulais vraiment vous féliciter toutes pour ces magnifiques pitchs, une soirée très inspirante. C'est vrai que tu disais, Luc, on est fatigué de tous ces meetings Zoom, mais moi, ça m'a donné beaucoup d'énergie. Donc, merci beaucoup à toutes d'avoir partagé vos beaux parcours. Et en fait, c'est une question que je vous envoie à toutes, parce qu'on a entendu tout à l'heure ces belles présentations, mais comment faire pour augmenter le nombre de femmes entrepreneurs, augmenter le nombre de femmes au CNRC? C'est sûr qu'on se veut faire la parité, et c'est sûr que c'est important d'avoir les deux voix à chaque fois. Alors, si vous avez des suggestions, moi, c'est quelque chose que j'essaie de faire à mon quotidien sur les panels, par exemple, de m'assurer qu'on a de la parité ou qu'il y a des femmes qui sont sur les panels. Mais si vous avez des idées, s'il vous plaît, partagez-les avec moi ou avec nous, juste pour qu'on puisse s'assurer qu'on soit dans un monde où les voix des deux côtés puissent porter en ce moment. Léla, je veux juste rebondir rapidement. Ce soir, j'étais avec mon adolescente Nina. C'est pour ça que j'étais titrée en Nina ce soir. Mais Nina est en secondaire 5. C'est un profil plus scientifique. Elle est à Gaspé. Elle a moins accès à un grand répertoire de modèles. Donc, ce soir, j'avais un rendez-vous avec elle et vous, femmes inspirantes. Puis, je pense qu'une des premières choses, c'est de nous, comme professionnels ou comme adultes, c'est d'intégrer automatiquement aussi des ados puis des étudiantes dans nos réseaux, parce que sinon, elle n'aurait jamais eu accès à ce réseau-là. Là, ça n'avait pas été de ma vie professionnelle. Ce n'est pas à l'école non plus nécessairement qu'il y aurait eu le réflexe. Donc, je pense que nous, comme entrepreneurs, on doit aussi intégrer nos jeunes et dans nos réseaux pour qu'elles voient autre chose. Moi, ce soir, c'était ça mon devoir que j'ai fait. Là. Fait que ça, je le partage à d'autres. Si on peut se donner cette mission-là, on fait déjà la différence. Ben, je dirais que chez nous, au CNRC, puis Patricia peut peut-être nous en parler un peu plus aussi. Moi, si je regarde ma chaîne hiérarchique directe, jusqu'à la vice-présidente, il y a un seul homme. Et dans le laboratoire, je crois qu'on a la parité homme-femme. Je me demande même si on n'a pas plus de femmes que d'hommes dans l'équipe. Puis, je pense qu'un des secrets, d'abord, c'est d'avoir une mission qui nous parle, une mission qui est vraiment axée sur les gens. Puis c'est un message que j'essaie de passer quand je parle à des jeunes filles, c'est de vous dire, écoutez, si vous voulez changer le monde, vous voulez changer la vie des gens, la technologie, c'est parfait, là. C'est un des moyens d'influencer
des milliers de personnes par votre travail. Puis, je pense que l'autre secret, c'est que le CNRC prend soin de ses gens. On a des conditions de travail qui permettent d'avoir une famille, qui permettent d'avoir une vie pleine, ce qui n'est pas nécessairement le cas là, partout. Puis je pense que c'est ce qui fait la clé. C'est peut-être pas ça qui fait qu'on recrute, mais c'est ça qui fait que les gens restent longtemps chez nous, puis continuent d'avoir des belles carrières, puis des mandats intéressants, même en étant mère de famille. Souvent, en technologie, la minute où on devient mère, on se retrouve avec des mandats qui ne sont pas dans le chemin critique, qui ne sont pas des mandats aussi stimulants. Au CNRC, ce n'est pas la réalité que j'ai vécue du tout. Là. Moi, je travaille 4 jours semaine, c'est un choix personnel. Puis malgré ça, je suis en charge de projets d'envergure, puis on s'arrange pour que ces projets-là soient compatibles avec ma vie de famille, avec le fait d'être mère de 2 petites filles. Puis, c'est vrai pour moi, mais c'est vrai pour une grande majorité des chercheuses et des chercheurs de l'équipe qui sont aussi, dans beaucoup de cas, pères de famille, des bons pères engagés, puis pour qui c'est... Chez Prompt, vous parlez de la ligne hiérarchique. Chez Prompt, on a Geneviève Tanguay, qui est une vice-présidente du CNRC chez vous, qui est administratrice chez Prompt. On est fiers de l'avoir aussi. Elle porte le flambeau très fort et très visible là, de l'importance d'être proactif sur la question de la parité. Annie Passé-Lacroix, elle est avec nous. Et puis là, je la vois, là, elle est parmi les participantes ce soir. Vous savez, c'est une personne extraordinaire. Annie, on est heureux de l'avoir. C'est notre innovatrice en résidence de cette année. Ce programme-là de Prompt, de Hacking Health, du CHUM, des HEC Montréal, de réseau Transmedtech, financé par le FRQ, supporté par l'accélérateur Banque nationale HEC. Beaucoup de gens qui travaillent ensemble pour faire de la place à des innovatrices qui sont parfois étudiantes, chercheurs en innovation, comme c'est le cas d'Annie, parfois dans le domaine plus de l'entrepreneuriat avec leur entreprise, mais pour qu'elles puissent avoir une façon de pénétrer le milieu clinique et de pouvoir y développer leur technologie, leur entreprise et apprendre comment le faire. Annie, dis-nous, qu'est-ce que c'est? Qui es-tu? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Merci en passant pour ce bel accueil. Hein. J'apprécie beaucoup. En fait, c'est que la réalité de maman m'a interpellée. J'avais planifié d'être là depuis le début, mais effectivement, avec la réalité familiale, je n'ai pas pu me joindre à vous dès le début. J'avais préparé un pitch et tout, mais bon. Donc, concrètement... Vas-y, on t'écoute. You le timer! Non, mais l'idée, c'est vraiment que j'ai été beaucoup intéressée, en fait, par, effectivement, la santé. Donc, en étant innovatrice en résidence au CHUM, je baigne absolument dans l'adoption des innovations et d'intelligence artificielle responsable. Et principalement en neurotechnologie, donc ça me parlait beaucoup. J'ai fait beaucoup de projets avec les Brain Interface pour faciliter, effectivement, le transfert des signaux cérébraux avec les intelligences artificielles. Donc, c'est ce que je fais présentement. Mais sinon, j'ai fait beaucoup de rédaction, en fait, d'articles. Donc, je suis vraiment intéressée par la création de contenu et la vulgarisation scientifique. Donc, l'opportunité de stage en rédaction m'interpellait beaucoup. Donc, je voulais participer à l'événement pour en savoir un petit peu plus, puis avoir l'occasion, effectivement, de me présenter. Donc, merci, effectivement. Oui, puis Annie, présentement, tu es toujours aux études. C'est quoi ta discipline présentement? Là? Je fais un doctorat, en fait, en gestion des technologies et innovations à l'École polytechnique. Puis, j'ai un background en gestion et stratégie à HEC. Donc, c'est majoritairement sur les stratégies d'innovation et présentement, c'est dans l'écosystème de la santé. Avant, c'était dans l'écosystème aérospatial. Donc, je baigne dans les différents écosystèmes, bien entendu, toujours avec la technologie centrale. Ouais. Puis, peux-tu peut-être nous dire un petit mot sur qu'est-ce que c'est innovateur en résidence? Je pense que les gens ne savent pas tous c'est quoi. Là. On est fiers chez Prompt de promouvoir ce programme-là avec tous ces beaux partenaires. Effectivement. Donc, en fait, le programme cette année, c'est notamment avec Transmedtech, où est-ce qu'on doit en binôme. Donc, on accompagne un entrepreneur. Moi, je suis innovatrice étudiante. J'accompagne un entrepreneur en neurotechnologie et on a également dans l'équipe un clinicien. Donc, on est une belle équipe de 3 à
foncer un petit peu là, dans le système pour adopter des innovations et puis de documenter l'expérience dans le but de faciliter les prochaines adoptions de technologies et d'intelligence artificielle. Donc, c'est 18 mois comme parcours et puis c'est beaucoup pertinent parce que c'est une occasion en avec or. une bourse aussi, là. Oui, non négligeable, mais c'est vraiment une expérience en or qui permet d'avoir facilement accès à tous ces gens qui, en ce moment, on ne se le cachera pas, c'est vraiment plus compliqué avec le COVID. Tout le monde a plus de projets sur la table, donc c'est un défi, une très belle aventure, oui. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient s'exprimer, poser des questions, faire des commentaires, partager un petit clin d'œil? C'était fantastique d'entendre Marie-Claude nous parler qu'elle est là avec sa fille. Moi, vous savez, j'ai amené moi, j'en ai une Catherine comme ça à la maison aussi, puis j'ai une Marianne aussi, j'ai un Charles-Étienne, puis ces événements-là, ben, c'est une occasion de leur un petit peu créer l'étincelle. Alors, je suis content que certains ont emboîté le pas. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent commenter, poser des questions, lever la main, faites-moi signe, allumez votre caméra, puis je vais essayer de vous voir. Sinon, Patricia, oui, on a Ouda Kadiwi qui lève la main. Où es-tu? Ouais, je suis là. Moi, je voudrais. Ah oui, Ouda, oui, D'abord, je suis très impressionnée. Je suis très impressionnée par, encore une fois, à chaque fois qu'il y a des interventions, c'est très pertinent. Et puis, je voudrais juste compléter les réponses que Leïla a eues par rapport aux femmes en technologie. Moi, j'organise les événements au Tech Makers. J'essaie de faire du mentorat auprès de filles, de Ladies Learning Code, qui est maintenant Canada Learning Code. Et pendant une de ces sessions de mentorat, qui était un mentorat d'adolescents, qui commençaient à peut-être s'intéresser à la technologie, il y a des commentaires que j'ai eus où j'ai cru comprendre que la façon dont on présentait la technologie aux jeunes, c'est souvent comme une finalité. Alors qu'en fait, à mon avis, c'est aussi leur montrer que c'est juste un outil. Est-ce que tu veux être cuisinier? Bah, tu peux être un super cuisinier avec la technologie. Est-ce que tu veux être médecin? Bah, tu peux être un super médecin avec la technologie. Bah, peut-être pas dans la profession, mais si tu veux avoir un impact dans un certain domaine ou faire partie d'un certain domaine, vraiment montrer la technologie comme l'outil. Et à ce moment-là, bah, en fait, il n'y a plus vraiment d'obstacles en soi parce que l'intérêt devient l'intérêt pour le domaine. L'autre chose qui est vraiment pertinente que Catherine a mentionné, c'est par rapport aux opportunités dans le milieu professionnel. Moi, j'ai travaillé dans une compagnie qui, sur le papier, avait une parité exceptionnelle. Je pense qu'il y avait un 70% de femmes. Par contre, les 70% de femmes, dès qu'on arrivait à un niveau un peu plus manager ou juste un product owner, en fait, au-delà de l'employé à sa position d'entrée, c'était que des hommes. Donc, c'est bien beau d'amener des filles dans la compagnie. C'est sûr que bah, peut-être que ça commence à éduquer, mais si on ne montre pas que ces femmes-là peuvent avoir des positions et des positions d'influence, je crois que le travail n'est pas fini. Donc, c'est vraiment important aussi d'aller encourager dans ce sens-là. Tellement bien. C'est vraiment juste à la au niveau de la recherche, le scientifique en chef organisait les sessions de réflexion sur l'université du futur et la question de la parité était très, très importante pour le futur des universités et pour les niveaux supérieurs aussi. La parité d'étudiantes au niveau du doctorat, au niveau du corps professoral qui fait déficience encore. Vous mentionnez les filles et le code. Je vous invite à prendre connaissance du camp techno, camp IA également, que je vous ai mis le URL www.camp-techno.com organisé par Prompt et une trentaine de partenaires. Cette année, ça nous a poussé vers l'avant en forçant à offrir le camp de façon virtuelle. Donc, 5 jeunes femmes ingénieures avec un homme qui est aussi ingénieur, enseignent à programmer une intelligence artificielle, créer un véhicule intelligent, des robots manipulateurs dans le bon sens du mot, des chatbots, s'approprier la technologie en la faisant et aller visiter
des lieux. Donc, on espère, Marie-Claude, amène-nous en Gaspésie pour qu'on puisse amener les jeunes, parce qu'on est en virtuel. Ces jeunes-là peuvent aller partout, peuvent aller visiter par caméra 3D partout. C'est extraordinaire cet été. Et si certains d'entre vous veulent avoir des sessions de coaching personnelles pour vos jeunes filles, pour vos ados, ces jeunes ingénieurs-là offrent aussi des sessions de coaching individuel pour leur donner la confiance dans la technologie, la maîtrise de la technologie, la capacité de créer des choses à 13 ans. Alors, cantechno.com. Patricia, oh, là, je te vois, j'allais t'interpeller quand tu as éteint l'écran. Je me demandais si toi, tu avais des commentaires sur ce que tu voyais, ce que tu entendais avec nous, des gens qui sont avec nous ce soir. Oui, honnêtement, je suis très impressionnée par les échanges qui ont eu lieu ce soir. Je suis impressionnée par les conférencières, mais aussi toutes les questions et le dynamisme des participantes. Je trouve ça vraiment merveilleux. De notre côté, au CNRC, c'est sûr qu'on fait le maximum pour intégrer le plus de filles possible. Et c'est une des raisons pour laquelle on est partenaire dans cet événement-là. Et vous l'avez mentionné tantôt, là, il y a beaucoup d'initiatives à l'intérieur même du CNRC pour favoriser les femmes en sciences. Non seulement favoriser les femmes en sciences, mais aussi s'assurer que le milieu dans lequel on évolue est inclusif et prend en compte peut-être des problématiques qui sont spécifiques aux femmes. Donc, c'est quelque chose qui est apparu quand même relativement récemment, je dirais, là, dans les dernières années, mais il reste que on souligne le fait que c'est là, puis qu'il y a eu des femmes qui ont eu l'initiative de faire apparaître ces choses-là. Donc, c'est quand même, c'est vraiment très bien. Moi aussi, j'ai des jeunes filles à la maison qui vont pouvoir éventuellement profiter de toutes ces avancées-là. Fait que je suis vraiment contente d'être parmi vous ce soir. Est-ce qu'on fait beaucoup, on le fait pour l'humanité, on le fait pour le désir de pouvoir contribuer à l'avenir du Québec, à l'avenir du pays, à l'avenir de la société, mais on le fait aussi pour créer un monde dans lequel on veut, un monde qu'on veut laisser à nos enfants, à nos filles, l'occasion d'avoir des carrières riches, des carrières extraordinaires ici chez nous, sans avoir à rêver de la Silicon Valley, sans avoir à penser devoir aller ailleurs, des entreprises de technologie, des laboratoires de technologie, des projets de recherche et de création de nouvelles technologies ici chez nous pour bâtir des choses à la hauteur de nos rêves et de nos aspirations. Puis, excuse-moi Luc, tu sais, je dirais que oui, il y a une partie je dirais, sociale au désir d'avoir des femmes puis de la diversité dans son ensemble, parce que la diversité, c'est pas juste question de genre, ça va beaucoup au-delà de ça. Mais il y a aussi un principe fondamental, c'est que des équipes diverses en recherche, c'est essentiel. On travaille beaucoup mieux quand on a des points de vue différents. Il n'y a rien de plus dangereux que le groupthink en recherche, parce que ça prend des gens qui vont nous challenger, qui vont changer, amener des idées nouvelles ou caler notre bullshit sur des idées qui sont pas bonnes. Puis dans l'équipe, je pense que c'est ce que j'ai toujours vu, les gens qui amènent qui viennent de backgrounds différents, que ce soit des backgrounds académiques différents, des backgrounds culturels, des questions d'âge, amènent des idées. Ça fait partie de l'ABC de la créativité, hein, l'interdisciplinarité, la multiplicité des perspectives, le croisé des expériences, des vues, des expériences différentes. C'était drôle d'entendre Anna qui nous racontait aussi comment ses voyages l'avaient aidée dans son parcours d'entrepreneur puis de créatrice de technologie par la suite. Ben, c'est ça, on apporte à la table des points de vue différents. Je ne sais pas si, Marie-Claude, tu as d'autres perspectives sur ce point-là. Toi qui est la voix des régions aussi parmi nous, la perspective des régions, est-ce que ça peut faire une différence? Bien, ce qui est intéressant quand on amène une voix des régions, si vous l'apportez comme ça, c'est que notre faible densité fait qu'on est, comme exemple, à Gaspésie, c'est 87 000 habitants sur 700 km de côte. Mais empêche que notre obligation de travailler avec de l'inter, de travailler avec des gens qu'on n'a pas toujours choisis, que c'est souvent les mêmes personnes qui portent plusieurs chapeaux, nous oblige à être plus inventifs et plus créatifs. Moi, je pense que c'est essentiel quand même d'être capable de s'ouvrir à différents
au niveau créatif, au niveau innovation, d'avoir du multidisciplinaire, c'est vraiment essentiel. En tout cas, je veux juste rajouter ça tout simplement. J'acquiesce. J'acquiesce tout simplement. Là, c'est vraiment bien. Yes, sir, yes, Ouais. sir. Alors, tranquillement, les gens vont commencer à nous tirer leur révérence. Catherine nous souligne qu'elle a une petite famille qui a besoin d'elle ce soir aussi. Et puis, certains d'entre nous ont les grands aussi qui les attendent. Mais on reste en ligne. Ceux qui veulent poser encore quelques autres questions, vous êtes les bienvenus. Il y a Danina. Je ne sais pas si Danina est toujours à l'écoute. Je l'avais vu un petit peu plus tôt. Danina, qui est maintenant au JGH et au CIUS Centre-Ouest. Puis une des grandes bénévoles de Hacking Health, Néla ou Annie, est-ce qu'il y a des gens de Hacking Health qui sont en ligne? Là, je les gêne avec les prenants. Moi, je profiterai 2 secondes avant de quitter parce que je donne un atelier sur comment démystifier l'intelligence artificielle avec une de mes compagnes de Videns, Sarah de Videns Analytics. On donne une conférence sous peu d'1 heure, juste démystifier l'intelligence artificielle. Moi, j'ai le rôle de la vulgarisatrice qui n'est pas vraiment intelligence artificielle, puis Sarah va être mon experte. Mais moi, j'aimerais ça, si vous avez des exemples d'applications d'intelligence artificielle pour des petits projets, tu sais, pour des projets qu'on a au Québec, là, de l'application concrète pour des choses en santé, je vous invite peut-être à me les envoyer ou les envoyer à Luc, puis Luc me fera le relais parce que je suis à la recherche de donner des exemples au Québec concrets d'applications qu'on peut appliquer dans nos régions, dans nos plus petits milieux. Puis les exemples qu'on a souvent, c'est soit que ça a l'air justement... ça a l'air trop gros ou pas applicable. Fait que je vous invite, si vous avez des idées, de m'y parvenir. Puis ça permettra de faire rayonner aussi vos choses, puis rayonner notre savoir. Absolument. Bonne idée. Est-ce qu'on a Néla sur la ligne avec nous? Sinon, pendant ce temps-là, je vous rappelle, si ça vous tente, on est encore une trentaine sur la ligne, de vous inscrire pour se revoir le 10 décembre, continuer ces beaux échanges-là, rencontrer d'autres personnes qui ont d'autres exemples intéressants à nous donner, puis d'autres bonnes idées à planter dans notre esprit. Le lien Eventbrite est là, inscrivez-vous. Je vous invite aussi à inscrire vos jeunes au camp techno pour l'année prochaine, à appliquer pour les stages au CNRC. Patricia, peut-être un petit mot de la fin, à moins qu'il y ait d'autres questions ici, là, de gens qui veulent poser des questions. Et pour terminer, merci à toutes d'avoir participé. Encore, comme Luc vient de le dire, on se retrouve encore une fois le 10 décembre. Puis ensuite de ça, on pourra nous autres, on doit voir à l'interne, puis prendre une décision sur les stages, justement, comment on va aller de l'avant. Mais je vous remercie vraiment d'avoir participé, puis d'être resté jusqu'à la toute fin. Et puis, je vous souhaite une belle soirée, puis au plaisir de se revoir en décembre. Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée. Merci d'avoir été là. Et puis, continuez à changer le monde. Bonne soirée tout le monde.